Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier numéro du Basket Lab, le laboratoire du jeu. Et donc aujourd'hui, premier numéro, je me suis dit autant faire les choses en grand. Autant démarrer en parlant directement d'un des tout meilleurs joueurs de NBA. Et donc aujourd'hui, on va parler de Luka Doncic. Sauf que du coup, évidemment, je me suis dit pour que ça soit un peu intéressant, plutôt que de faire l'éloge de ses qualités de passeur, d'intelligence de jeu, de créativité, etc., comme d'habitude, je me suis dit que ça pourrait être beaucoup mieux de parler, au contraire, de ses faiblesses. Et même de peut-être ce qui est sa plus grande faiblesse en attaque à l'heure actuelle, c'est le jump shot. D'où notre sujet d'étude aujourd'hui, Luka Doncic est-il vraiment un bon jump shooter ? Alors, dit comme ça, c'est vrai que ça peut paraître totalement contre-intuitif. Pour la simple et bonne raison que Luka Doncic est perçu, à mon sens, par la majorité des fans et dans ce qu'on pourrait appeler l'imaginaire collectif, il est perçu comme un très bon shooter, voire même un excellent jump shooter. Même pas forcément à tort, notez bien. C'est-à-dire que quand on pense à Luka Doncic, on pense à pull-up à 3 points. Et même un peu vice-versa. Or, ce fameux pull-up à 3 points, c'est sans aucun doute le jump shot le plus compliqué qui existe aujourd'hui. C'est un jump shot très lointain d'une part, et d'autre part, le joueur doit se créer lui-même ce tir-là sur du dribble. Donc on a la double dose de difficulté possible. On ne fait pas plus compliqué qu'un pull-up à 3 points. Et ça, ce fameux pull-up à 3 points, le tir en sortie de dribble à 3 points, ça, Doncic, il le maîtrise. C'était même une de ses grandes forces en tant que prospect de draft à l'époque, avant même qu'il arrive en NBA, c'était ça. C'était ce tir-là. Et on est même tous capables, sans aucun problème, de citer au pied levé un ou plusieurs matchs où Doncic a réussi à rentrer ce genre de tir de manière ultra spectaculaire, que ce soit dans le Money Time ou même carrément parfois au buzzer. Donc, effectivement, s'il est capable de rentrer ce jump shot qui est le jump shot le plus compliqué qui soit, alors ça paraît évident que c'est un bon jump shooter, au grand minimum. Ça semble logique. Et pourtant, il se pourrait bien que ce fameux pull-up à 3 points, cette arme ultime dans la NBA actuelle, il se pourrait bien que, dans le cas de Luka Doncic, ce soit l'arbre qui cache la forêt. Alors, aujourd'hui, dans notre laboratoire de recherche sur le jeu, on va tenter de répondre à cette question. Luka Doncic est-il vraiment un bon jump shooter ? Bienvenue dans le Basket Lab. Alors, la question est très intéressante, mais comment est-ce qu'on va faire pour répondre à ça ? Pour y répondre très concrètement. Déjà, il faut quand même dire en tout premier lieu, la majorité des jump shots de Luka Doncic sont tentés à 3 points. Donc, ce qu'on peut faire tout simplement, c'est essayer de se concentrer sur les 3 points. Et donc, première chose à faire, très basiquement, c'est regarder au niveau du pourcentage de Luka Doncic à 3 points. Et en l'occurrence, c'est 33%. En carrière en NBA à 3 points, Luka Doncic tourne à 33%. Bon, déjà, c'est pas top. Et ce qu'on peut voir directement, par exemple, c'est que il est en dessous de la moyenne NBA, puisque la moyenne est à 36%. Donc, premier constat, Luka Doncic est un shooter en dessous de la moyenne d'après ce premier chiffre brut. Ok. Ensuite, ce qu'il faut faire maintenant, pour vérifier qu'on a affaire à un vrai pourcentage, c'est s'intéresser à la taille de l'échantillon. Ça, c'est vraiment, pour le coup, le réflexe à avoir dès qu'on parle de pourcentage de réussite au tir. Et même encore plus lorsqu'on manipule des jump shots qui sont des tirs encore plus aléatoires. C'est-à-dire très simplement donc, sur combien de tirs, combien de tentatives de tir a été calculé le pourcentage. Puisque bien évidemment, plus l'échantillon est faible, plus il y a de chances que le pourcentage de réussite soit tout simplement un pourcentage hasardeux, plutôt que vraiment un indicateur fiable sur le vrai niveau du joueur. Pour Luka Doncic, on est à plus de 1600 tentatives en carrière.
Donc là, pour le coup, la fiabilité du pourcentage, on l'a. Le 33%, il peut nous paraître assez décevant à premier abord, mais c'est pas juste le fait d'avoir eu un peu de malchance. 1600 tentatives en carrière, c'est un échantillon vraiment énorme, même largement pour qu'on puisse s'y fier. Donc 33%, c'est son vrai niveau. Alors d'ailleurs, pour essayer de confirmer ou infirmer ça, on peut aussi aller regarder l'historique de Luka Doncic avant son arrivée en NBA. Puisque mine de rien, il a débarqué à 19 ans à Dallas, mais il a quand même une petite carrière en Europe avant ça. Notamment 4 ans passés au Real Madrid avec déjà un petit temps de jeu. Et en Europe, on fait le même constat. Il tournait aussi à 33% de réussite à 3 points, là encore sur un échantillon de plus de 550 tirs à 3 points, ce qui est également assez gros pour qu'on puisse s'y fier. Donc, premier constat, on est un peu obligé de graver ce pourcentage-là dans le marbre. 33%, et donc, première indication pour l'instant qu'on peut se faire, historiquement, Doncic n'a jamais été un très bon shooter à 3 points. C'est même plutôt un shooter en dessous de la moyenne. Ok. Alors, pour continuer nos recherches, ce qu'on peut faire également, c'est essayer de comparer Doncic aux autres gros shooters NBA. Donc, c'est-à-dire pas seulement à la moyenne NBA et à l'ensemble des joueurs NBA, mais plutôt aux autres joueurs qui, comme lui, tentent énormément de 3 points par match. Parce qu'effectivement, on ne l'a pas encore précisé, mais on parlait d'échantillons et du fait qu'on est déjà à plus de 1600 en carrière. Je rappelle qu'il a à peine 3 ans de carrière. Et qu'effectivement, pour accumuler un tel total, ça fait 3 saisons que Doncic tente énormément de 3 points par match en moyenne. C'était déjà plus de 7 son année rookie, quasiment 9 en 2020, et l'an passé, 2021, c'était 8,5 par match. Donc là, vraiment, on est quand même sur des totaux assez gigantesques. Et donc c'est pour ça que je me dis que précisément, ça pourrait être beaucoup plus pertinent et intéressant de comparer à d'autres shooters à gros volume. Comme ça nous permet d'exclure les joueurs qui sont de simples role-players, qui prennent seulement 2 ou 3 tirs à 3 points par match, souvent en catch and shoot, donc de pourcentage plus élevé pour cette raison, notamment. Et donc allons-y, comparons Doncic avec les gros shooters de NBA. Peut-être que comme ça, on pourra un peu plus nuancer son 33% qui, pour l'instant, semble assez moyen. Par exemple, prenons un critère minimum de 7 tirs à 3 points par match en moyenne. Et lorsqu'on applique ce filtre en 2020, par exemple, sur la saison 2019-2020, on se retrouve avec une liste de à peine 25 joueurs NBA qui tentaient au moins 7 tirs à 3 points par match en moyenne. Et sur ces 25 joueurs, au niveau de l'efficacité, en fait, Luka Doncic est bon dernier. Il est 25e sur 25. C'est pas beaucoup. Pardonnez-moi l'euphémisme, mais c'est pas beaucoup. Si on fait la même chose pour la saison 2020-2021, on a encore une fois 25 joueurs qui répondent à ce critère minimum de 7 3 points par match en moyenne. Et au passage, sur 2021, on voit que Doncic a bien évolué. Il est passé de 31% de réussite en 2020 à 35% en 2021. Donc, a priori, il devrait être mieux classé. A priori. Mais sauf qu'en fait, quand on regarde sur ces 25 joueurs en 2021, Doncic n'est que 23e à l'efficacité. Donc, bon dernier en 2020 et antépénultième en 2021. Donc là, pour le coup, c'est un peu l'inverse de ce qu'on pensait trouver. C'est-à-dire qu'on s'était dit qu'en excluant les role-players à qui on facilite la tâche sur ces tirs-là à 3 points, on allait pouvoir nuancer le pourcentage de Doncic qui paraît assez moyen, sauf qu'au final, c'est tout le contraire qui se passe. C'est-à-dire que par rapport à l'ensemble de la NBA, toujours confondu, Doncic est très loin d'être catastrophique. Il est en dessous de la moyenne avec son 33%, mais il y a des tas de joueurs qui sont bien en dessous de lui, donc il y a largement pire en NBA, effectivement. Mais par contre, parmi les joueurs qui tentent beaucoup de tirs à 3 points par match, comme lui, là en fait, pour le coup, il est vraiment pas loin d'être catastrophique. En tout cas, il est très 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 mauvais. Quasiment le pire depuis 2 ans. Pour l'instant, notre problématique, Luka Doncic est-il vraiment un bon shooter? Pour l'instant, on est plutôt tenté de dire non. Bon, cela dit, n'allons pas trop vite.
Rassurez-vous, il y a encore des trucs à faire. Et notamment, il faut quand même se rendre compte de qu'est-ce qu'on a fait jusqu'à présent. Tout simplement, on a regardé les pourcentages généraux à 3 points. Donc, effectivement, sans aucune autre information à propos de ces tirs-là. Et à propos du répertoire de Doncic. D'ailleurs, je vous entends déjà voler au secours de Doncic. Effectivement, la première réflexion qu'on a tous, moi comme vous, je pense, en voyant ce pourcentage à 3 points plutôt moyen, c'est de trouver un coupable, et notamment ce coupable, c'est sans doute le rôle de Doncic en attaque. C'est-à-dire son statut de superstar, qui forcément le pousse à devoir prendre des tirs beaucoup plus difficiles que la moyenne des joueurs NBA. Évidemment. Et donc, en prenant des tirs difficiles, qui sont des tirs qu'on rentre avec une efficacité assez basse, c'est comme ça que Doncic est arrivé à un pourcentage global très décevant. Ça, c'est vrai que pour le coup, ça semble être une hypothèse totalement légitime pour expliquer et pour justifier ce petit 33% de Luka Doncic à 3 points. Ça me paraît totalement plausible. D'autant que même, je vais rajouter 2 points à ça. D'une part, Doncic n'est pas juste une star, c'est carrément une méga star et un des joueurs NBA qui monopolise le plus le ballon en attaque de toute la ligue. Je crois même qu'en temps de possession, ça fait 2 ans qu'il est premier ou en tout cas dans le top 3 de NBA. Donc effectivement, il porte l'équipe quasiment à lui tout seul, comme presque personne ne le fait en NBA à part lui. Mais aussi d'autre part, et ça on le souligne peut-être pas assez, il faut dire aussi que son lieutenant depuis 2 ans, c'est Kristaps Porzingis. Or, que sait-on de Porzingis? C'est que parmi les stars offensives de NBA, Porzingis est peut-être celui qui est le moins doué à la création offensive pour autrui. Son passing, il est quasiment néant. Donc, en plus du fait que Doncic a énormément de responsabilités en attaque, il faut même rajouter que son lieutenant, celui qui est à côté de lui pour le soulager à l'occasion, son lieutenant est incapable de créer du jeu lui-même et de lui offrir des tirs faciles qui pourraient l'aider à booster son efficacité à 3 points. Donc pour le coup, effectivement, je pense qu'il faut être un peu indulgent avec Doncic. En tout cas, ça reste une hypothèse et un postulat totalement crédible pour nuancer ces pourcentages à 3 points. Bon, maintenant, ça reste à vérifier. On ne peut pas juste sortir cet argument et s'arrêter là. Et pour le vérifier, il n'y a vraiment pas grand-chose à faire pour le coup. On va sur nba.com et on regarde de quelle nature étaient ces tirs à 3 points. Est-ce qu'ils étaient plutôt en catch and shoot, et donc des tirs en réception de passe facile, ou est-ce qu'ils étaient plutôt en pull-up, c'est-à-dire en sortie de dribble, créés par le joueur lui-même sur son dribble, et donc des tirs beaucoup plus compliqués? Sans trop de surprise, ils étaient plutôt en sortie de dribble. Doncic en carrière prend seulement 1,4 tirs en catch and shoot par match, à peine 1,4. Et à l'inverse, il prend en moyenne 6,3 pull-up à 3 points par match en carrière. Et même si on met de côté son année rookie, où forcément il était encore jeune, il y avait une période d'adaptation, il n'était pas totalement dans son statut, dans son rôle actuel, si on enlève son année rookie, c'est carrément 7 pull-up à 3 points par match en moyenne. C'est vraiment énorme. Donc là, effectivement, on a notre réponse. On peut totalement confirmer cette hypothèse que, en effet, Doncic a un répertoire de tirs à 3 points extrêmement compliqué, et c'est sans doute ça qui explique que son pourcentage à 3 points de manière générale soit à ce point décevant. Alors, oui, mais pourtant, il semble quand même y avoir un truc assez bizarre si on regarde dans le détail les différents chiffres de Luka Doncic au shoot. Et vous allez voir qu'en fait, c'est pas aussi simple que ça en a l'air. Alors, pourquoi est-ce que je dis que ça n'est pas aussi simple que ça en a l'air? Tout simplement, c'est si on regarde au niveau de la réussite de Doncic dans ces domaines. C'est-à-dire que pour l'instant, on a juste regardé ses tentatives de tir. Donc, est-ce qu'elles sont plutôt en catch and shoot ou est-ce qu'elles sont plutôt en pull-up? Mais maintenant, si on regarde au niveau de sa réussite sur ces tirs-là, on remarque un truc assez bizarre.
on remarque en fait que Doncic est aussi efficace en catch and shoot qu'en pull-up. En carrière, il est à 33,2% sur pull-up à 3 points et 33,6% sur catch and shoot à 3 points. Bon, faut quand même le dire, c'est un cas extrêmement rare. C'est vraiment très très atypique de voir un joueur être aussi efficace à la réception de passes qu'en sortie de dribble, puisque de manière assez évidente, les tirs en catch and shoot sont des tirs intrinsèquement beaucoup plus faciles à mettre. Et donc, avec une réussite moyenne beaucoup plus haute que les tirs en pull-up. Donc là, mine de rien, c'est quand même un peu le signe qu'on est vraiment sur un cas très particulier avec Doncic. Et que ça peut valoir le coup de creuser un peu. Je pense qu'il y a un truc là. Parce que, il faut le dire aussi, mais c'est pas juste que son pourcentage est similaire en catch and shoot et en pull-up, c'est aussi et surtout que son pourcentage en catch and shoot est mauvais. Il est vraiment très bas. À la limite, si les deux pourcentages étaient égaux parce que celui en pull-up était extraordinairement haut, il n'y aurait aucun souci. Mais là, le truc, c'est que les deux pourcentages sont égaux ou sont similaires parce que le pourcentage qui est censé être le plus haut est descendu très bas. Et ça c'est bizarre. C'est bizarre parce que un joueur de sa stature en pull-up est censé avoir un meilleur pourcentage en catch and shoot, ou alors à l'inverse, un joueur aussi mauvais que lui sur catch and shoot n'est pas censé être aussi productif sur pull-up. Et même, d'ailleurs, il faut le dire aussi, c'est surtout un contre-coup à notre raisonnement. Notre hypothèse selon laquelle c'était en fait son répertoire de tir très compliqué qui expliquait son mauvais pourcentage à 3 points. Mais sauf que là, on voit bien que ça tient pas la route. Ça tient pas debout cette histoire, puisque même les rares tirs faciles qu'il reçoit sur catch and shoot, en fait, il les met pas. Donc là, l'hypothèse, elle tient plus trop. Bon, je vais vous détailler un peu les tirs en catch and shoot. Vous allez voir. Le pourcentage de Doncic sur catch and shoot, il est de 33,6 en carrière. Mais il faut savoir que la moyenne NBA sur catch and shoot, elle est de 38%. Donc déjà, il est très largement en dessous de la moyenne. 33 et quelques contre 38. Même, on peut faire mieux que ça. Plutôt que simplement le comparer à la moyenne, on peut essayer de le situer sur l'ensemble de la carte des joueurs NBA. Par exemple, en prenant un filtre très simple avec pour critère minimum de un catch and shoot par match en moyenne sur ces 3 dernières années, qui sont les 3 années en carrière de Doncic, évidemment. Et donc, si on fait ça, on obtient une liste de plus de 340 joueurs qui rentrent dans ces critères-là. Et sur ces 340, au niveau de l'efficacité, Luka Doncic se classe 272e. 272e sur 340. C'est quand même très mauvais. Pour vous dire, même si on fait ça seulement sur l'année 2020, Doncic était carrément 190e sur 200. Donc, carrément dans le top 10 des pires shooters de catch and shoot de toute la NBA. Bon, pour rester un peu sur le classement de ces 3 dernières saisons, je peux aussi vous citer quelques noms qui se trouvent au voisinage de Luka Doncic. On a des joueurs comme Serge Ibaka, Kyle Anderson, Daniel Theis, Robin Lopez, Matisse Thybulle, Emmanuel Mudiay, André Iguodala ou même Jonathan Isaac. Donc c'est vrai que même si Doncic a cette image d'un bon jump shooter, le fait est que quand on le positionne sur l'échelle de tous les joueurs NBA, en fait en réalité il atterrit au voisinage de joueurs qui, au contraire, eux, sont considérés comme des shooters très moyens, pour ne pas dire même carrément mauvais. Matisse Thybulle, Iguodala, Robin Lopez, bon. Du coup, c'est peut-être que l'image qu'on a de Doncic n'est pas forcément la bonne. D'ailleurs, toujours pour rester un peu sur ce thème de l'image qu'on se fabrique des joueurs, prenons un autre exemple, celui de Malcolm Brogdon. Sur cette liste, Brogdon est 10e. Il est 10e sur 340 joueurs, avec plus de 44% de réussite, là où Doncic n'est que à 33%. Honnêtement, je ne suis pas certain que tout le monde ait conscience qu'il existe un tel écart, un tel gouffre entre les capacités de Brogdon et celles de Doncic dans cet exercice en particulier. Même pire, je pense que si je vous avais demandé de choisir,
il y aurait possiblement une grande partie, voire même une majorité d'entre vous, qui aurait désigné Doncic comme le meilleur shooter des deux. Alors, autre remarque qu'on pourrait faire sur ce constat-là, sur catch and shoot, c'est d'argumenter que, pour le coup, les tirs en réception de passe, c'est pas censé être la spécialité des superstars comme Doncic. C'est même plutôt le domaine des role-players. Doncic, il est là pour créer les tirs, il n'est pas forcément là pour mettre les catch and shoot. Donc, finalement, ça vaudrait pas trop le coup de s'inquiéter parce que c'est pas vraiment dans ce domaine qu'on attend les stars offensives. Et bon, c'est pas complètement faux comme argument. Mais, quand même, avant de le recevoir complètement, juste pour être sûr, on va quand même aller vérifier où se situent les autres stars NBA et les autres créateurs offensifs dans ce fameux classement de 340 joueurs qui tentaient un minimum de catch and shoot par match. Eh bien, Kyrie Irving est 9e. Stephen Curry est 11e. CJ McCollum, 14e. Zach LaVine, 20e. Kawhi Leonard, 26e. Kevin Durant est 33e. Donovan Mitchell, 43e. Lillard, 53e. Paul George, 57e. Fred VanVleet, Jason Tatum et Gordon Hayward sont 65, 66 et 67e. Autre tir groupé avec Mike Conley, Chris Middleton et Jamal Murray, 71, 72 et 73e. On a aussi Trae Young, 80e, Jaylen Brown, 86e, DeAngelo Russell, 101e, et même Shai Gilgeous-Alexander, 107e. Donc là déjà, tous les joueurs que j'ai cités, ça fait quand même un sacré paquet de stars offensives dans le top 100. Mais on peut continuer. Devin Booker, 139e. Kemba Walker, 149e. Bradley Beal et Kyle Lowry, 153 et 154e. Donc, mine de rien, encore d'autres stars dans ce top 150. Et même, on peut aller chercher LeBron James, 180e, et Jimmy Butler, 187e. Et puis, donc, on l'a dit, pour trouver Doncic, il faut descendre encore et encore et encore jusqu'à la 272e place. Donc, ce qui fait que, à part les stars de type Antetokounmpo, DeRozan, Joel Embiid, qui ne sont pas des shooters à 3 points de base, finalement, on retrouve quasiment toutes les autres stars et tous les autres créateurs offensifs majeurs en NBA dans le top 150 et même dans le top 100. Donc finalement, pour le coup, le contre-argument du « c'est pas grave si Doncic n'est pas bon sur catch and shoot parce que c'est pas le rôle des superstars », pour le coup, ça tient pas trop debout. Cet argument, on peut même le jeter à la poubelle de suite. L'exception ici, c'est même plutôt Luka Doncic. Bon, cela dit, comme on l'a vu tout à l'heure, les catch and shoot représentent une partie mineure de son répertoire, qui au contraire est constituée en énorme majorité de tirs en pull-up. Et donc, pour situer son niveau sur pull-up, on peut appliquer le même procédé. Donc, premièrement, on compare avec la moyenne NBA. Luka Doncic, en carrière, on l'a dit tout à l'heure, met ses pull-up à 3 points avec une réussite de 33,2%. Et la moyenne NBA sur ces tirs-là est à 33,7%. Donc là, pour le coup, il est pile à la moyenne. Il n'est pas du tout en dessous. Mais cela dit, notez bien quand même qu'il est pile à la moyenne NBA, mais vraiment pas plus. Il prend énormément de pull-up à 3 points par match, certes, mais au niveau de l'efficacité, il est juste dans la moyenne et certainement pas au-dessus du lot. Même au contraire, il y a pas mal de joueurs qui font mieux que lui. Deuxièmement, donc, on refait comme pour les catch and shoot, on peut situer Doncic sur le paysage NBA. Cette fois, on prend un critère minimum de, par exemple, 2 pull-up à 3 points par match en moyenne, encore une fois, sur ces 3 dernières saisons, les 3 années en carrière de Doncic. Et avec ce filtre, on aboutit sur un total de 65 joueurs NBA, et sur ces 65, qui prenaient en moyenne 2 pull-up à 3 points par match, Doncic est 42e au niveau de l'efficacité.
42e sur 65. Donc pour le coup, il est plus pile à la moyenne, mais il est un peu en dessous. Pour ceux qui ont fait bac L, la moitié de 65, c'est 32,5. Alors là, il est 42e. Il n'est pas 32e. Donc il est en dessous de la moyenne de manière non négligeable. Mais à la limite, ici, contrairement au catch and shoot, les pull-ups à 3 points, Doncic, il en prend des tonnes. On l'a dit, plus de 6 par match. Donc ce qu'on peut faire pour essayer d'affiner notre comparaison, c'est rehausser le critère. 2 par match, finalement, c'est pas mal, mais on peut même monter jusqu'à 3 par match. Et quand on fait ça, on n'a plus que 29 joueurs NBA qui répondent aux critères. Et sur ces 29 joueurs NBA qui prenaient au moins 3 pull-ups par match en moyenne, sur ces 29, Doncic est 21e. 21e sur 29 à l'efficacité. Et si on continue de remonter le critère à 4 par match, Doncic est même cette fois 10e sur à peine 12 joueurs. 10e sur 12. Donc on voit bien que même si son pourcentage brut est pile au niveau de la moyenne NBA, en réalité, plus on compare Doncic à des shooters à gros volume qui, comme lui, prennent beaucoup de pull-up à 3 points, plus en réalité on voit qu'il s'éloigne de la moyenne et qu'il se rapproche du fond du classement. 10e sur 12, c'est pire que 21e sur 29, qui est pire que 42e sur 65. Donc finalement, l'un dans l'autre, entre les catch and shoot et les pull-up, on arrive quand même sur un constat assez morose. Faut bien le dire. Très moyen, même mauvais sur les tirs en réception de passe. Et pour le coup, peut-être étonnamment, mais pas si impressionnant que ça, sur les pull-up. Alors, je ne sais pas comment est-ce que vous abordez ces informations, mais moi je dois dire que je suis assez surpris. Doncic, on le voit quand même comme plutôt un bon shooter, voire même un très bon shooter. Et en fait, précisément, j'ai l'impression que concernant Doncic et justement la perception qu'on peut avoir de ses qualités de shooter, j'ai l'impression qu'on se fait berner par un double effet d'illusion. Une sorte d'effet kiss cool des biais cognitifs. Premièrement, on en a déjà un peu parlé en début de podcast, il y a ce biais de raisonnement. Le fameux, comme Doncic met des pull-ups à 3 points qui sont les jump shots les plus compliqués qui existent, alors ça implique que c'est un bon shooter. Et on se fait vraiment avoir parce que, pour le coup, Doncic ne rentre pas dans la norme, mais ça reste quand même la norme. Il y a vraiment un certain schéma de logique derrière ce raisonnement. Et en gros, c'est le qui peut le plus, peut le moins. Curry est très fort sur pull-up, mais il est encore plus sur catch and shoot. Et même avec sa contraposée logique de qui ne peut pas le moins, ne peut pas le plus non plus, avec par exemple Draymond Green, qui ne sait pas mettre des catch and shoot, donc hors de question de lui filer des pull-ups à 3 points. Il va pas être capable non plus, évidemment. Donc il y a un vrai schéma de logique et une structure logique très cohérente derrière ce raisonnement qu'on a, mais c'est juste que Doncic est un cas à part qui ne rentre pas dans cette norme. Et puis, deuxièmement, donc, l'effet kiss cool, je pense qu'il y a un biais qui cette fois est d'ordre visuel. C'est-à-dire que les paniers marqués de Doncic sont tellement spectaculaires et impressionnants qu'on suppose que c'est un excellent jump shooter. Ses réussites sont tellement marquantes qu'on les retient en fait 1000 fois plus que finalement les très très nombreuses fois où il rate. C'est pour ça, à mon avis, que notre perception de Luka Doncic est à ce point embellie et donc à ce point éloignée de ces chiffres d'efficacité. Je pense que vraiment, de manière consciente mais aussi inconsciente, on a ces deux biais cognitifs et visuels qui viennent vraiment altérer notre vision qu'on peut avoir du joueur et finalement de ses capacités réelles. Alors que justement, quand on s'applique à faire l'exercice qu'on fait actuellement, c'est-à-dire oublier tous ces ressentis, ces suppositions, ces impressions, ces idées reçues qu'on a, pour au contraire ne se concentrer uniquement que sur la réalité des chiffres, eh bien finalement c'est très différent. Il est mauvais sur catch and shoot et à peine moyen sur pull-up à 3 points. Donc pour le coup, si on revient à notre problématique initiale, Luka Doncic est-il vraiment un bon jump shooter ? Eh ben, on est quand même un peu dans l'obligation de dire non, pas vraiment.
Bon, cela dit, ce serait une erreur de s'arrêter là. Ne partez pas de suite. Vous allez voir qu'en réalité, il y a de quoi largement plus nuancer ce premier constat qu'on a fait de Luka Doncic comme d'un jump shooter assez inefficace. Et notamment, il faut quand même le préciser, que jusqu'ici, il y a une notion qui a un peu échappé à notre analyse, malheureusement, c'est celle de la qualité des tirs. Alors on l'a un peu effleuré quand même, mine de rien, quand on a essayé de séparer les catch and shoot et les pull-up, c'est vrai, mais en fait, le cas de Doncic est tellement extrême et tellement atypique finalement que ça reste encore un peu trop superflu. Son cas est tellement particulier qu'il faut aller plus loin que ça. Et donc, pour aborder cette question de la qualité des tirs, on arrive sur une notion capitale, mais qui pourtant, à mon sens, à mon humble avis, n'est pas si répandue que ça et devrait l'être un peu plus, c'est le fait que il y a pull-up et pull-up et que c'est vraiment pas la même chose. Alors, juste dit comme ça, c'est vrai que c'est pas très clair, on dirait un peu le fameux sketch d'inconnu où un pull-up facile, c'est tu prends un dribble et tu tires, alors que un pull-up difficile, tu prends un dribble et tu tires, mais bon, c'est un pull-up difficile, quoi. C'est vrai que ça fait un peu ça, c'est vrai. Mais bon, justement, pour essayer d'être un peu plus clair que les inconnus à propos des chasseurs, on va essayer d'aller plus loin. Ce que je veux surtout dire par là, c'est que certains pull-ups sont beaucoup plus faciles que d'autres. Et que, par conséquent, on ne peut pas mettre tous les pull-ups sur le même plan, et donc on ne peut pas non plus simplement comparer entre eux des pourcentages de pull-up de deux joueurs qui n'auraient pas le même profil. C'est ça que je veux dire quand je dis qu'il y a pull-up et pull-up. C'est qu'on a quand même affaire à deux choses très différentes. Et pourquoi est-ce qu'on a de telles différences au sein même des tirs en pull-up ? C'est assez simple. C'est parce que la définition est extrêmement large, ce qui fait que la manière dont ces tirs-là sont comptabilisés sur les différents sites comme Basketball Référence, comme NBA.com, Synergy Sport, etc., cette manière de répertorier les tirs, du coup, elle est très large. Elle est très floue. Très concrètement, un tir en pull-up est défini comme un tir après un dribble. Donc, très simplement, c'est-à-dire que le joueur dribble au moins une fois entre le moment où il reçoit la balle et le moment où il dégaine le tir. Mais du coup, vous voyez bien que dans cette catégorie-là, on peut ranger un nombre de tirs très différents, avec des degrés de difficulté eux aussi très différents. Faisons un petit retour en arrière, jusqu'au classement de tout à l'heure, vous savez, le fameux classement des 65 joueurs NBA qui tentaient au moins 2 pull-ups à 3 points par match. Et dans ce classement, on disait que Doncic n'était que 42e à l'efficacité sur pull-up à 3 points. Mais en toute première position du classement, on retrouve Wayne Ellington. Et même en 9e position du classement et qui était même premier sur seulement l'année 2020, on retrouve aussi JJ Redick. Sauf que là, vous êtes un peu sans ticker. Est-ce que Wayne Ellington et JJ Redick sont connus pour leur pull-up à 3 points ? Pas tellement. Et de manière évidente, vous serez d'accord avec moi également, je pense, pour dire que les pull-ups à 3 points de Redick n'ont absolument rien à voir avec les pull-ups à 3 points de Doncic, ou même de James Harden par exemple. C'est-à-dire que dans le cas de Redick, on est plutôt sur un joueur qui ne joue jamais l'isolation, jamais le pick and roll, mais plutôt qui évolue sans ballon et qui, parfois, a juste besoin de faire un dribble d'ajustement vers le côté, vers l'avant, vers l'arrière, pour se remettre en position de tir. Par exemple, si Redick joue en sortie d'écran, il peut poser un petit dribble pour se mettre en rythme avant de shooter, ou pour se créer un tout petit espace, un tout petit peu plus de séparation avec le défenseur qui le suit, etc. Ou bien autre cas de figure, assez classique, Redick était également, encore une fois, en train de jouer sans ballon, et un de ses coéquipiers lui passe la balle, et le défenseur de Redick se jette pour empêcher Redick de tirer, fait un close-out assez agressif. À ce moment-là, Redick peut poser un dribble sur le côté pour laisser passer le défenseur et se remettre dans un fauteuil. À la suite de quoi, finalement, il déclenche ce qui est un tir relativement facile, presque un catch and shoot. Mais donc,
Vous voyez bien que dans ces cas de figure-là, on est sur des tirs à 3 points qui effectivement sont techniquement des pull-ups, puisque Redick prend un dribble entre le moment où il reçoit la balle et le moment où il tire. Donc techniquement, ce sont des pull-ups, mais ce sont des tirs qui, dans l'esprit, et en termes de difficulté ou de niveau de création requise pour arriver sur ce tir, ce sont des pull-ups qui n'ont absolument rien à voir avec ce que fait par exemple un James Harden qui doit jouer le 1 contre 1 et se créer son tir tout seul en partant de 0. Vraiment, entre le pull-up de Redick et celui de Harden, ça n'a vraiment rien à voir. Et donc finalement, comparer les pourcentages de Redick à ceux de Harden, ça n'aurait vraiment aucun sens. Ce serait, par exemple, comme de comparer le pourcentage de réussite d'un buteur sur penalty et le pourcentage de réussite d'un joueur sur des frappes en dehors de la surface, par exemple. Donc déjà, vous voyez qu'on peut distinguer deux grandes catégories de pull-up, les deux extrêmes, à savoir les pull-up à la JJ Redick, faciles et avec très peu de difficultés ni de création offensive nécessaire, et de l'autre côté, les pull-up à la James Harden, qui sont très compliqués et créés entièrement par le joueur lui-même. Mais bon, cela dit, il faut quand même rajouter une troisième catégorie, un peu entre ces deux extrêmes. Une catégorie qu'on pourrait appeler les pull-up hybrides. Alors, pour illustrer ça, prenons l'exemple de Chris Middleton. Middleton n'est pas du tout un finisseur exclusif à la Redick. Il se crée des tirs lui-même assez régulièrement, mais à l'inverse, c'est pas non plus des tirs aussi compliqués que ceux de Harden sur isolation. C'est par exemple des tirs sur pick and roll qui arrivent dans le flow du jeu, dans la continuité de l'action, où le pick and roll est prévu dans le système et où il y a quand même une part de création individuelle, c'est vrai, mais où finalement, en à peine 3-4 dribbles en utilisant l'écran, Middleton arrive à obtenir un bon tir. Et donc, ce n'est ni un pull-up à la Harden complètement créé tout seul en partant de zéro, mais c'est pas non plus à la JJ Redick où il y a simplement besoin de faire un petit dribble pour se mettre en rythme ou pour se décaler, pour s'ajuster. Pour le coup, c'est vraiment un pull-up, on va dire, un peu hybride, un peu entre les deux. Donc, déjà, on voit que c'est impératif de bien séparer les types de pull-up qui peuvent exister. Ok. Mais je pense qu'il faut même aller encore plus loin que ça. En réalité, tous les pull-ups ne se valent pas, c'est vrai, mais aussi et surtout, tous les répertoires de pull-up ne se valent pas non plus. Et je dis ça dans le sens où, pour la majorité des joueurs NBA, leur répertoire de pull-up à 3 points vient piocher dans chacune des 3 catégories. C'est-à-dire un peu de pull-up facile, un peu de pull-up hybride, un peu de pull-up difficile. La majorité des joueurs NBA ont vraiment cette variété dans le jeu. Or, le problème qu'on a, c'est qu'avec un joueur comme James Harden, et peut-être même avec un joueur comme Luka Doncic, en tout cas moi c'est ce que je suspecte, c'est qu'on ne retrouve pas du tout cette variété dans le jeu. Et à la limite, la question, c'est pas de savoir si c'est bien ou pas. Ça, aujourd'hui, on s'en fiche. C'est pas vraiment la question. C'est pas le débat. Vraiment, on prend les choses comme elles sont et on essaye simplement de trouver, on va dire, un moyen de les comparer de manière pertinente avec leurs pairs, avec les autres joueurs NBA. Or, prendre le pourcentage général sur pull-up, c'est précisément l'inverse d'une comparaison pertinente. Effectivement, si on compare Harden à Chris Middleton ou à Paul George, par exemple, Harden va avoir un pourcentage plus bas. Mais le fait est qu'on ne sait pas si il est plus bas parce qu'en effet, c'est intrinsèquement un shooter moins bon, ou si c'est simplement parce qu'en grande partie, Harden ne prend que des pull-ups difficiles, là où Paul George et Middleton prennent des pull-ups faciles et des pull-ups hybrides. Donc la question aujourd'hui, c'est pas de dire que Harden et Doncic, ils avaient qu'à prendre des tirs faciles, ça on sera à peu près tous d'accord. La question, c'est de trouver un moyen de comparer de manière pertinente. Puisque là, on peut comparer, mais on ne saura pas quelle conclusion on peut en tirer. Est-ce que Doncic ou Harden sont vraiment moins bons que certains autres shooters, ou est-ce que c'est juste que eux ils prennent plus de tirs difficiles? Donc, vous l'aurez compris, ce qu'il nous faut faire, c'est arriver à comparer les joueurs, non pas au global, mais sur les catégories précises. C'est-à-dire comparer entre eux James Harden ou Luka Doncic, à Paul George et à Chris Middleton, non pas au global, mais sur les pull-ups faciles, puis sur les pull-ups hybrides, puis sur les pull-ups difficiles.
Et là, en effet, on pourra enfin savoir quel est le vrai niveau de Luka Doncic, sans avoir le fameux critère du Luka Doncic a un répertoire très compliqué qui vient pour l'instant un peu polluer nos résultats. On ne sait pas trop quoi en dire pour l'instant. Je vais essayer de reformuler le problème autrement. Prenons le scénario théorique suivant. Vous êtes en fin de match, avec une seule possession à jouer, et vous avez le choix entre Luka Doncic, Pascal Siakam et Tim Hardaway Jr. pour prendre le ballon et créer en 1 contre 1 un pull-up à 3 points, sur le dernier tir du match. Sur qui est-ce que vous préférez miser? A priori, je pense qu'on sera tous d'accord, plutôt sur Doncic. Pourtant, selon les chiffres bruts qu'on a sous les yeux, Doncic ne tourne que à 33% sur pull-up à 3 points, alors que Pascal Siakam, c'est 34%, et Tim Hardaway, 36%. Et ici, je pense qu'on est vraiment sur l'exemple parfait du problème qu'ont souvent les gens avec les analytics, ces fameux analytics. Dans le sens où souvent, en fait, ce qui est reproché, c'est que les stats ne veulent rien dire, ou alors elles disent n'importe quoi, elles disent tout et son contraire, etc., etc. Là, en l'occurrence, Siakam meilleur que Doncic, par exemple, ça semble faux. Mais en fait, très simplement, les statistiques n'expriment pas forcément ce qu'on pense qu'elles expriment. Autrement dit, il y a parfois un décalage entre l'information que la stat nous donne et l'information que nous, on pense lire et on pense recevoir. Par exemple, typiquement ici, c'est pas que les stats ne veulent rien dire ou qu'elles sont fausses. En vérité, les stats ne disent pas que Siakam est meilleur que Doncic, justement. La stat, elle dit que Siakam met ses pull-ups à 3 points avec une meilleure réussite que Doncic. Oui, mais pourquoi? Aussi et surtout parce que la définition des pull-ups est très large et donc, en particulier, elle inclut des tirs relativement faciles que Siakam prend alors que Doncic, lui, il en prend moins. Et ça, pour le coup, ce sont des faits assez évidents. Surtout même si on recoupe ces pourcentages-là avec notre analyse visuelle des joueurs et les différents scouting reports qu'on pourrait faire avec le fameux eye test à l'ancienne. C'est-à-dire que si on se pose devant NBA.com pour regarder chacun des pull-ups à 3 points tentés par Siakam et par Doncic, on pourra noter dans notre fameux carnet de scout que les tirs ne sont pas les mêmes et n'ont pas le même degré de difficulté. Ça, on pourrait le faire à la main avec le eye test. Le eye test, c'est génial, mais le problème, c'est que ça prend du temps de faire tout ça. Un temps vraiment considérable en plus, rien que pour un joueur. Donc, est-ce que, par hasard, est-ce qu'il n'existerait pas un moyen statistique, c'est-à-dire toujours très factuel mais plus rapide à obtenir, est-ce qu'il n'existerait pas un moyen stat de déterminer avec précision le degré de difficulté de répertoire de pull-up à 3 points d'un joueur? Est-ce que ça existe, ça? Eh ben, pour le coup, ça tombe parfaitement bien, puisqu'on a sous la main un outil qui nous permet de faire exactement ça, c'est-à-dire de séparer les pull-ups en différentes catégories, et notamment en différents degrés de difficulté. Et ce critère, sur NBA.com, c'est le nombre de dribbles que le joueur prend avant de shooter. Alors, cette stat nous est offerte évidemment sans trop de surprise par les nouvelles technologies qu'on appelle de tracking, c'est-à-dire des caméras de mouvement qui sont capables de capturer le positionnement de chaque joueur et du ballon à tout instant. Donc tout est automatisé. Ce qui permet donc d'avoir 5 grandes catégories au niveau des tirs à 3 points, les tirs après 0 dribble, ceux après 1 dribble, après 2 dribbles, puis les tirs qui sont pris après 3 à 6 dribbles, et puis enfin, dernière catégorie, les tirs tentés après 7 dribbles ou plus. Bon, on va pas se mentir, c'est parfait tout ça. Pile comme on voulait le faire, on va pouvoir connaître la répartition des tirs de Doncic selon leur niveau de difficulté. Et donc potentiellement pouvoir rattraper notre hypothèse de tout à l'heure. Finalement, on a peut-être bien fait de ne pas la jeter de suite à la poubelle. Peut-être qu'en effet, Doncic a un répertoire de tirs extrêmement difficile qui pourrait donc venir nuancer
ces pourcentages à peine moyens. Ces pourcentages un peu décevants. Alors, ce que j'ai fait, d'abord, c'est exclure les tirs à 3 points après 0 dribble. Pour la simple et bonne raison que ce sont évidemment des tirs à 3 points en catch and shoot, par définition. C'est pas des pull-ups. Et après avoir fait ça, j'ai pris tout le reste, j'ai mis ça dans une machine Excel, j'ai fait tourner à fond les ballons et je vais pouvoir vous dire n'importe quelle information qu'on souhaite sur chaque joueur NBA. Par exemple, pour prendre le cas très rapidement de JJ Redick, on a la confirmation factuelle de nos intuitions de tout à l'heure, puisqu'en effet, on voit que 85% des pull-ups à 3 points de JJ Redick, en réalité, sont des pull-ups après seulement 1 ou 2 dribbles. Donc effectivement, on a bien affaire ici à un simple joueur sans ballon. D'ailleurs, puisqu'on est un peu sur cette catégorie de pull-up à 3 points après seulement 1 dribble, on voit qu'on retrouve en toute première position Kevin Love. Donc encore un joueur plutôt sans ballon qui apporte du spacing et pas vraiment un joueur qui prend des pull-ups sur ISO, sur pick and roll. Il faut savoir que Kevin Love, premier du classement avec 78% de pull-ups qui sont pris après 1 dribble. Et en tête du classement, on a aussi des Kristaps Porzingis, Robert Covington, Landry Shamet, Wesley Matthews, Daniel House, Bryn Forbes, Klay Thompson et ainsi de suite. Donc, vous voyez l'idée. Plutôt des role-players et plutôt des 3 points qui ne sont pas vraiment des pull-ups à 3 points classiques. Donc ça, c'était pour les pull-ups après 1 dribble, mais on a la même chose après 2 dribbles. C'est-à-dire qu'en tête de liste, avec la plus grande proportion de tirs pris de cette manière, donc des pull-ups à 3 points en dribblant seulement 2 fois, on a du Terrence Ross, Harrison Barnes, Norman Powell ou Gary Harris. Voilà, même profil et à peu près les mêmes tirs. Ensuite, pour la stat des pull-ups après 3 à 6 dribbles, là pour le coup, ça correspond plutôt à notre catégorie de pull-up hybride qu'on appelait tout à l'heure. On utilisait l'exemple de Chris Middleton. C'est-à-dire des tirs avec une certaine dose de création individuelle, quand même, mais pas non plus énorme. Vraiment des pull-ups qui arrivent dans le flou du jeu, ou même plus généralement, qui peuvent arriver sur des pick and roll. Puisque contrairement à l'isolation, qui requiert de travailler un peu plus son défenseur sur du dribble avant de pouvoir shooter, avec un pick and roll, il suffit de bien savoir utiliser l'écran et effectivement, en à peine 3, 4, 5 dribbles, ça peut être réglé. Et là, sans surprise, puisqu'on parle d'une catégorie qui s'apparente à des pick and roll, qui est en tête de liste, c'est évidemment Chris Paul, avec 30% de pull-up à 3 points pris de cette manière. Et deuxième derrière lui, à un cheveu, on retrouve Trae Young. Et puis donc enfin, la catégorie reine, les fameux pull-up à 3 points après 7 dribbles ou plus, qui ici pour le coup correspond parfaitement à nos fameux pull-up à la James Harden. Bon, et je pense que j'ai pas trop besoin de l'expliquer. Le roi de cette catégorie, c'est James Harden. On a bien fait de la nommer comme ça tout à l'heure. Harden qui prend quasiment un pull-up sur 2 de cette manière. Même on voit qu'il est premier avec un écart incroyable sur le reste de la NBA. Bref. Et donc, pourquoi est-ce qu'on fait tout ça? Rappelez-vous, c'est pour Luka Doncic. Sachez que, par exemple, Doncic est deuxième de toute la ligue, derrière James Harden, justement dans cette catégorie des pull-ups après 7 dribbles ou plus. Il est deuxième. 37% de ses tirs sont pris de cette manière. Donc, plus d'un pull-up sur 3 de Doncic survient après 7 dribbles ou plus. C'est vraiment énorme, plus de 1 sur 3. Autre chose qu'on peut faire pour Doncic, c'est essayer de ranger tous ces pull-ups en 2 grandes catégories. D'un côté, les pull-ups après 1 ou 2 dribbles, donc les pull-ups qu'on va appeler faciles, et de l'autre côté, les tirs après 3, 4, 5, 6, 7 dribbles ou plus. Et quand on fait cette distinction entre ces 2 grandes catégories de pull-up faciles d'un côté et plus difficiles, plus longs de l'autre, là, c'est jackpot. Ça confirme exactement ce qu'on soupçonnait, c'est-à-dire que Luka Doncic a le 3e répertoire le plus compliqué de toute la NBA. En détail, il a une répartition de 23% de tirs faciles contre 77% de pull-up plus difficiles, plus longs. Et devant lui, il y a seulement James Harden et Trae Young. Donc, bilan de tout ça, effectivement,
Luka Doncic a en réalité un répertoire de pull-up à 3 points extrêmement compliqué. Et donc, le chiffre de tout à l'heure, le fait que Doncic ne shoot qu'à 33% pile dans la moyenne, finalement, ce chiffre-là, on peut le nuancer. C'est-à-dire que c'est normal que ce soit que 33% de réussite, et donc qu'il fasse pire que des tas de joueurs. Doncic prend une quantité astronomique de tirs très difficiles. Donc, oui, on peut nuancer ses pourcentages de par son rôle, de par son répertoire compliqué. On peut rattraper cette branche-là. Et effectivement, on peut nuancer. Mais attention, on n'a pas terminé le boulot. Maintenant, reste le plus important. On sait qu'on peut nuancer, mais maintenant, reste à savoir à quel point il faut nuancer. Est-ce qu'en réalité, Doncic est juste à peine un peu meilleur que ses pourcentages, des pourcentages qui sont bas de par son profil de tir? Est-ce que donc Doncic est juste un peu meilleur que ça? Ou bien est-ce que Doncic est vraiment un excellent shooter qui a juste des mauvais pourcentages à cause de son profil de tir? Ou bien carrément, est-ce que Doncic est le meilleur shooter de NBA ou pas loin, qui a des pourcentages très bas à cause de son profil de tir? On peut nuancer ces pourcentages relativement bas et relativement décevants, mais maintenant, ce qu'il faut savoir surtout, c'est à quel point est-ce qu'on peut le faire. C'est ça maintenant la vraie question. Bon, pour avoir une réponse à ça, c'est assez simple. Plutôt que de regarder dans quelle catégorie Doncic va piocher ses pull-ups à 3 points, il nous suffit très simplement maintenant de regarder sa réussite selon les catégories. Sur ces fameux pull-ups à 3 points après 7 dribbles ou plus, ok, il en prend beaucoup et ça participe à faire baisser son pourcentage global. Mais au final, il vaut quoi sur ce tir par rapport au reste de la NBA? Et surtout par rapport aux autres stars du pull-up à 3 points. Donc très simplement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les joueurs qui ont tenté au moins 100 pull-up à 3 points après 7 dribbles ou plus sur ces 5 dernières saisons. Donc vraiment pour considérer uniquement les joueurs qui utilisent ce tir de manière régulière et fréquente. Et à partir de ce groupe de joueurs, donc, la moyenne de ces joueurs-là, la moyenne des joueurs qui utilisent très fréquemment ce tir-là, la moyenne sur ce fameux pull-up après 7 dribbles ou plus, elle est de 36,2. 36,2% de réussite. Luka Doncic, lui, est à 35,9%. Et donc, encore une fois, Doncic est pile à la moyenne. Mais notez également qu'il est pile à la moyenne, certes, mais il est aussi et surtout très loin de l'élite. Pour vous les citer, je vous ai dit Doncic est à quasiment 36% de réussite sur ces tirs-là, mais on a des joueurs comme Stephen Curry qui est à 45%, Paul George 44%, Chris Middleton 43%, et même Kyrie Irving 40%. Et bon, là pour le coup, on n'a pas du tout l'excuse du Doncic prend des tirs difficiles, c'est une star, il a un registre très compliqué même pour une star. Là non. Là on évalue tout le monde sur ce même tir, dans les mêmes conditions. Et là, sur ce tir-là, Doncic, il est dans la moyenne, mais il est certainement pas élite. Bon, et rebelote pour les tirs, les pull-ups après 3 à 6 dribbles. La moyenne des joueurs qui utilisent très fréquemment ce tir, elle est à 33,5%. Et lui, Luka Doncic, est à 32,7%. Encore une fois, dans la moyenne, mais encore une fois aussi, il faut le dire, assez loin de l'élite. On a du Mike Conley et Chris Paul à 40% sur ces tirs-là, et Jason Tatum et Stephen Curry entre 38 et 39, alors que Doncic est à 32. Bref, du coup, on l'a, la réponse à notre question, de savoir à quel point est-ce qu'il fallait nuancer les pourcentages de Doncic de par son profil et son répertoire de tirs très compliqué. Et cette réponse, c'est un peu, mais pas tant que ça. Doncic n'est pas du tout le meilleur shooter de la ligue, contraint de subir de mauvais pourcentages parce qu'il a un fardeau plus gros que tout le reste de la NBA. C'est simplement un shooter correct qui shoot dans la moyenne, dans à peu près toutes les catégories. Donc j'insiste, on ne peut pas nuancer de manière énorme ces mauvais pourcentages de par son profil. Effectivement, il prend des tonnes de tirs très difficiles, ça c'est vrai.
mais quand on l'évalue sur ces tirs-là en particulier, comparé aux autres joueurs NBA sur ces tirs-là, eh bien, il est à peine moyen. En tout cas, il est correct, il est dans la moyenne, mais il n'est pas élite. Bon, faisons donc un bilan général sur le jump shot de Doncic. Sur catch and shoot, c'est un shooter en dessous de la moyenne. 33% de réussite pour Doncic, alors que le reste de la NBA est à 38%. Sur pull-up, et par rapport au type de tir qu'il prend, c'est un shooter pile dans la moyenne. Mais ça, il faut bien le dire, quand on compare ce bilan chiffré et factuel aux impressions qu'on peut avoir de lui en se basant sur sa highlight ou sur sa réputation ou sur son côté très spectaculaire, finalement, on en est quand même très loin. Donc une nouvelle fois, la réponse qu'on peut formuler à notre problématique « Luka Doncic est-il vraiment un bon jump shooter ?» on est presque obligé de répondre non. C'est un shooter correct, dans la moyenne, mais est-ce que c'est un bon shooter dans le sens au-dessus de la moyenne de manière non négligeable ? Du coup, non. C'est peut-être juste un shooter correct, mais pas un bon shooter. Bon, on pourrait totalement s'arrêter là puisqu'on a plutôt bien traité la question de son jump shot. Mais du coup, il y a quand même une question que j'ai envie de traiter et qui découle directement de ce constat. Du coup, si c'est pas le jump shot et le fameux pull-up à 3 points, la grande force de Luka Doncic, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi l'arme la plus redoutable de son répertoire si c'est pas le fameux step back spectaculaire ? Et c'est vrai que pour l'instant, on a énuméré un bon paquet de stats qui ne sont pas forcément en la faveur de Doncic. Mais pourtant, si tant est que ce soit nécessaire de le préciser, évidemment, Luka Doncic reste un des tout meilleurs joueurs de NBA. Et même, en particulier, un des tout meilleurs scoreurs de NBA. C'est pas juste son passing qui compense. Même en tant que scoreur, Doncic reste un scoreur extrêmement redoutable. Par exemple, sur la stat des points par tir tenté, qui mesure sa productivité, Doncic est à 1,20 points pour chaque tir tenté depuis 2 saisons. C'est une stat où l'éventail va à peu près de 0,80 points par tir tenté pour les plus mauvais, donc 0,80, jusqu'à 1,40, voire même 1,50 points par tir tenté pour les plus efficaces. Sauf que 1,50 points par tir, ce sont plutôt des role-players de type DeAndre Jordan, Robert Williams, etc., qui en fait, en gros, ne font que des dunks très rentables et n'ont aucune responsabilité dans le jeu. Donc, si au contraire, on compare Doncic aux autres joueurs NBA avec un gros volume de responsabilité, notamment 30% d'usage ou plus, 30% d'utilisation, qui en général, c'est la barre symbolique des stars, en fait, en réalité, cette fois Doncic se trouve carrément être le 5e scoreur le plus efficace de toute la ligue en 2020 et 10e en 2021. Donc, pour le coup, vraiment très efficace quand on le compare aux joueurs de son profil qui ont le même genre de responsabilité que lui. Donc ça, c'était sa productivité au niveau des points par tir tenté. Mais de la même manière, on peut aussi constater son efficacité au scoring individuel sur l'IFG, sur l'effective field goal, qui est tout simplement un field goal normal où on a un tout petit peu ajusté le 3 points pour le revaloriser et pour pouvoir le comparer et le mettre sur le même plan que les tirs à 2 points. Et donc, sur l'IFG, sur sa capacité à mettre les paniers qu'il tente, rebelote, Doncic est 3e plus efficace de NBA en 2020, parmi les joueurs à gros volume, et 6e en 2021. On peut même aller fouiller dans certaines catégories précises, d'ailleurs. Par exemple, Doncic était aussi, en particulier, le 6e meilleur scoreur de NBA sur isolation, parmi les joueurs qui utilisaient fréquemment le 1 contre 1, et également le 6e meilleur scoreur sur pick and roll. Bref, vous voyez quand même un peu l'idée, Doncic est un excellent scoreur individuel qui, de surcroît, brille même sur des catégories comme l'isolation ou le pick and roll, où finalement la dose de création, qui est la chose la plus difficile à faire en basket, est extrêmement élevée. Donc non seulement on a affaire à un superbe scoreur individuel,
Mais en plus, c'est pas quelqu'un qui va prendre des tirs faciles et qui va booster son efficacité là-dessus. Mais pourtant, si vous vous rappelez ce qu'on disait tout à l'heure, quand Doncic joue l'isolation ou les pick and roll et que ça se termine sur un jump shot, ce qu'on a vu, les fameux pull-up après 3, 4, 5, 6, 7 dribbles ou plus, on a bien vu que quand Doncic fait isolation ou pick and roll et termine par un jump shot, son pourcentage est à peine dans la moyenne. Il est à peine moyen. Sur ces fameux pull-up, il est à chaque fois au niveau de la moyenne NBA. Alors que là, on voit qu'il est carrément tout en haut du classement, au niveau de l'ISO et du pick and roll en général, et pas que quand ça se termine par un jump shot. Bon, du coup, vous l'aurez sans doute compris, mais la réponse à ce petit paradoxe, c'est que si Doncic est efficace, mais que son jump shot ne l'est pas, ça implique forcément que c'est son jeu en pénétration qui est excellent et qui compense. Ça, pour le coup, c'est tout bête, c'est le principe des vases communicants. C'est mécanique. Et effectivement, Luka Doncic est un slasher de très haut niveau. Et on va énumérer quelques éléments, vous allez voir. Mais je dois quand même dire que c'est aussi une des raisons pour laquelle je voulais parler de Luka Doncic, et notamment dans ce premier épisode, c'est vraiment le fait qu'à mon avis, tout le monde ne réalise pas à quel point Doncic est exceptionnel sur des drives balle en main. Vraiment exceptionnel. Alors, comme on discutait tout à l'heure, il y a aussi peut-être une question d'image du joueur qui rentre en compte. Doncic est plutôt vu d'abord et avant tout comme un joueur qui fait soit des step back à 3 points, soit des passes merveilleuses. Mais pourtant, il faut vraiment se rendre compte et se persuader que le secret de Luka Doncic, il est ailleurs. La vraie force de son répertoire, le sel de son jeu et, ce qu'il faut bien le dire, la qualité qui fait de lui un candidat MVP quasiment chaque année, c'est son jeu en pénétration. C'est vraiment ça. D'ailleurs, tout de suite, petit quiz. Si je vous demande qui est, selon vous, le joueur qui a réalisé le plus de drives en NBA depuis 2 saisons. D'instinct, on pense direct à LeBron James, Antetokounmpo, peut-être même Harden ou Russell Westbrook. Mais la vérité, c'est que l'homme qui a réalisé le plus de pénétration depuis 2 ans en NBA, c'est bel et bien Luka Doncic. Bon, alors après, j'entends déjà certains d'entre vous râler et me faire la remarque que son total de drive est sans doute aussi gros, notamment parce que Doncic n'a connu aucune véritable blessure majeure. Donc, forcément, il a eu l'occasion d'accumuler plus de drive que certains. Et c'est vrai, c'est pas faux même, comme dirait l'autre. Mais du coup, pour remédier à ça, ce qu'on peut faire, c'est regarder non plus au niveau du total de drive brut, mais au niveau des drives par match. Comme ça, on enlève le côté durabilité. Et si on fait ça, sachez que le joueur avec le plus de drive par match depuis 2 ans, c'est encore Luka Doncic. Bon, alors après, vous pourrez toujours me dire que le chiffre est un peu gonflé parce que Doncic joue énormément de minutes par match, donc forcément, il a bien plus d'occasions d'aller au panier que certains autres joueurs. Et encore une fois, c'est pas complètement faux. Mais du coup, tout de suite, nouvel ajustement, on abandonne les drives par match et on regarde plutôt les drives par minute passées sur le terrain. Et bien là, encore une fois, le joueur qui fait le plus de drives par minute passées sur le terrain, c'est encore et toujours Luka Doncic. Il est premier de NBA devant Ja Morant et Derrick Rose. Pour le formuler autrement, le joueur qui dans le jeu réalise le plus de drives par rapport au temps qu'il passe sur le terrain, c'est Luka Doncic. La force de son jeu, c'est son drive. Doncic se rend plus fréquemment au panier que des joueurs comme LeBron, comme Jimmy Butler, comme Harden, Westbrook, etc., que des joueurs qui pourtant sont eux réputés pour être de très gros slashers. Et au passage, on parle quand même d'un joueur dont il y a à peine 3 ans à sa draft, on s'inquiétait notamment de son manque de qualité athlétique. Et par conséquent, on avait de sérieux doutes sur sa potentielle incapacité à se rendre jusqu'au panier au niveau NBA. Donc que ce joueur-là soit aujourd'hui le plus gros slasher de NBA, à peine 3 ans plus tard, c'est quand même assez remarquable. Et on va revenir un peu sur l'aspect scouting, du comment et du pourquoi dans quelques instants. Mais avant ça, puisque j'ai la base de données sous les yeux, je peux vous donner quelques autres stats pour venir compléter le tableau.
Doncic est donc premier de NBA au nombre de drives par minute passée sur le terrain. Il est aussi premier au nombre de points collectés sur drive, toujours par minute passée sur le terrain. Il est 5e au nombre de lay-up tentés en fin de drive, 10e au nombre de lancers francs, et même 2e au nombre de passes distillées sur drive. Et pas juste des passes décisives, pas des assists, mais bien tout type de passes. Donc vous voyez qu'il est premier, 2e, 5e, 10e sur plus de 400 joueurs. 400 joueurs qui, depuis 3 ans, font un minimum de drive. Bon, tout ça, c'est sympa, mais il y a aussi et surtout une autre stat encore plus impressionnante à mon sens, même encore plus importante dans le jeu en termes de valeur, c'est le fait que Doncic est le 2e meilleur finisseur de NBA sur ses drives depuis 2 ans. Et encore, il est à peine à un cheveu de Antetokounmpo, donc il est, on va dire, quasiment premier de NBA à égalité. Si on voulait être gentil, on pourrait dire ça. Donc en fait, c'est pas seulement que Doncic va au panier plus que quiconque en NBA, c'est aussi et surtout qu'une fois qu'il y est au panier, il marque plus souvent que n'importe qui en NBA. Bah, ça fait quand même une sacrée combinaison, quoi. Ça fait un sacré jackpot. Ça explique pourquoi est-ce qu'il est aussi productif et aussi efficace sur le scoring individuel. Non seulement il est efficace sur des drives, mais en plus il fait ça à foison. Ouais, donc mécaniquement, ça fait une production d'enfer. Bref, je pense qu'on peut s'arrêter là pour les stats en tout genre. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire beaucoup plus pour démontrer à quel point Doncic est incroyablement fort sur drive. Mais par contre, vu qu'on repose notre casquette de stats, je pense qu'on peut en profiter pour reprendre celle de scout NBA et expliquer justement comment Doncic fait-il pour dominer à ce point. Alors, pour le dire très simplement, Doncic est élite sur 3 qualités essentielles. Pas juste très bon, mais vraiment élite. Vraiment dans les 5 ou 10 meilleurs de toute la ligue sur ces caractéristiques-là. D'abord, la taille. On l'oublie parfois, mais Doncic est vraiment hyper grand pour un extérieur. Il cumule à plus de 6-8 de haut, selon les mesures de draft, et c'est pas impossible qu'il ait grandi un peu depuis. Et très concrètement, il y a un peu toujours cette impression qu'il est beaucoup trop grand, en tout cas qu'il est beaucoup plus grand et plus imposant que son vis-à-vis lorsqu'il essaye d'aller au panier ou lorsqu'il essaye de scorer autour du panier. D'autant plus que deuxième qualité qui va très bien avec sa taille, c'est sa puissance pure. On se moque un peu du fait qu'il soit pas hyper fit et que souvent il revient de l'intersaison avec quelques couches supplémentaires, mais mine de rien, Doncic est un joueur extrêmement épais, et notamment sur la partie haute de son corps. Ce qui, combiné donc avec sa taille, donne comme résultat une carrure et une charpente extrêmement imposante, extrêmement difficile à bouger ou à freiner quand lui-même attaque son défenseur. Et puis, autre avantage de sa puissance, c'est qu'à la finition, ça lui permet de parfaitement absorber les contacts sans broncher. D'ailleurs, petite stat assez parlante, en 2020, Doncic convertissait ses and-one avec un taux de 32%. Donc, quand Doncic subissait une faute, quasiment 1 fois sur 3, il rentrait le tir derrière. Et c'était premier de toute la ligue parmi les extérieurs, et même quand on rajoute les intérieurs, qui pourtant sont supposés avoir des chiffres bien plus élevés parce qu'ils sont plus costauds et qu'ils subissent des fautes plus proches du cercle, donc plus facile de mettre des and-one, même quand on rajoute tous les intérieurs, Doncic était encore 3e meilleur de NBA avec ce taux de conversion de and-one. Et puis donc, 3e qualité sur laquelle Doncic est vraiment élite, c'est très simplement sa palette technique. C'est-à-dire son niveau de skills, sa qualité de dribble, ses incroyables changements de direction et de vitesse pour sa taille. Ou d'ailleurs, les études au moment de sa draft le décrivaient comme, un peu comme James Harden, d'ailleurs, comme un des tout meilleurs athlètes de la ligue à cet égard, sur cette capacité à décélérer puis réaccélérer. Et puis surtout, dans cette fameuse palette technique, je trouve que le point clé de son jeu sur pénétration et sur lequel il est absolument fantastique, c'est sa capacité à jouer sous contrôle. Et par extension,
son adaptabilité en mouvement. Je trouve vraiment que Doncic a les capacités cérébrales et les skills et la technique pour aller à un rythme hyper lent sur ses drives, ce qui lui permet très concrètement de pouvoir scanner le terrain, de prendre à revers le défenseur selon son positionnement, hein. C'est-à-dire que plutôt que de partir sur drive avec un plan préconçu en tête, comme la majorité des joueurs, lui, il peut s'adapter avec ce rythme très lent qui lui permet d'analyser. Et même plus généralement, avec ce rythme très lent et sous contrôle, il peut tout le temps lire la défense et trouver la faille dès qu'elle se présente. Et en plus de ça, d'ailleurs, tout aussi important, le fait de jouer avec ce rythme hyper lent fait aussi que lorsqu'il arrive au panier, c'est à une vitesse assez lente. Et donc, au moment de finir le drive par un lay-up ou un tir, du coup, il est hyper stable comparé à la majorité des joueurs qui, eux, veulent faire la différence sur leur vitesse pure et qui, du coup, en étant aussi rapides pour essayer de dépasser leurs défenseurs, ils arrivent lancés au panier à pleine vitesse. Et donc, bien moins stable au moment de tirer. Donc vraiment, cette capacité à jouer sous contrôle, pour moi, à mon sens, c'est vraiment ce qui lui permet d'aller au panier à volonté, en se faufilant là où il y a la place, mais aussi et surtout de finir au panier avec une telle efficacité, vu en fait la qualité des lay-ups qu'il est capable de se créer. Et vraiment, j'insiste sur ça parce que, pour le coup, Doncic a mine de rien d'énormes faiblesses dans son scouting report. Et notamment, des limites qui auraient dû l'empêcher d'être un excellent finisseur au panier, alors que, actuellement, on voit bien que c'est quasiment le meilleur de NBA. Notamment, il y en a deux qui ressortent du lot. D'une part, le manque de verticalité. Et c'est vrai que Doncic n'a quasiment aucune détente verticale pour monter au lay-up. Et d'ailleurs, ses stats de dunk sont toujours très amusantes à cet égard. Je crois qu'il en a fait 50 en 3 années NBA, alors que, par exemple, LeBron James en a fait le même nombre que sur l'année 2021, à 36 ans, en manquant des matchs et en revenant avec une cheville très douloureuse. Donc pour le coup, sur le ratio nombre de dunks par rapport à la taille, Doncic est peut-être sans doute le pire de NBA, ou en tout cas pas loin. Et puis donc, d'autre part, il y a le manque de verticalité, mais il y a aussi le manque de longueur de bras. Bon, c'est pas vraiment qu'il a des petits bras, puisqu'il a des bras de taille similaire à sa taille, justement, donc à peu près 6-8, et c'est pas mal. Mais c'est juste qu'il n'a pas du tout de bonus de longueur de bras comme la majorité des joueurs NBA. Et même, comme on pourrait dire, pour la quasi-totalité des superstars. À la finition au panier, avoir ce petit bonus, c'est souvent nécessaire parce que, tout simplement, pour la même taille, les joueurs avec une plus grande envergure peuvent atteindre un périmètre beaucoup plus grand autour d'eux et donc se créer des lay-ups de meilleure qualité. Et donc, en général, ce sont eux qui font les meilleurs chiffres de la ligue. Ce sont les joueurs avec de superbes envergures de bras. Donc, mine de rien, Doncic a quand même deux énormes faiblesses, théoriques en tout cas. Mais il arrive quand même à être un slasher et un finisseur d'élite au panier, malgré tout ça. Malgré deux énormes faiblesses. Parce que, effectivement, avoir ce petit bonus de détente ou de longueur de bras, ça aide beaucoup quand on n'arrive pas à faire complètement la différence sur le défenseur. Mais en fait, le truc, c'est que Doncic, lui, il y arrive quasiment tout le temps à faire cette différence. Avec son footwork pour éviter les défenseurs dans la raquette, avec sa puissance pour dégager le défenseur et avoir un angle de lay-up ouvert, avec son contrôle du corps, avec sa créativité, sa patience, etc., etc. Et puis, surtout, on a cité 3 qualités fondamentales de Doncic pour aller au panier. Donc la taille, la puissance et sa palette technique. Mais il faut quand même rajouter, je pense, une 4e qui est tout simplement le toucher de balle. C'est-à-dire la dextérité pour viser sur les up, son doigté, son adresse pure, sa précision. Mine de rien, c'est pas juste qu'il arrive à se créer des tirs de qualité, c'est aussi et surtout qu'il les met ensuite. C'est aussi et surtout qu'il est adroit. En tout cas, c'est pas que le fait de se créer des tirs de qualité, c'est aussi d'être hyper adroit pour les mettre. Par exemple, si vous donnez les mêmes 100 lay-ups que Doncic se crée dans les mêmes conditions à un joueur comme Andrew Wiggins ou Aaron Gordon, par exemple, Doncic va en rentrer beaucoup plus. Il y a aussi une vraie capacité à être précis dans le dosage au moment du tir. Donc vraiment, en fait, c'est pas 3, c'est 4 qualités fondamentales. C'est de la taille, de la puissance, de la technique et donc
ce fameux toucher de balle. Bon, voilà un peu ce qu'on peut dire assez brièvement de son scouting report sur Drive. Mais maintenant, ce qu'il faut préciser aussi, c'est pourquoi est-ce que ça fait de lui un aussi bon joueur d'être doué sur Drive. Et la réponse à ça, elle est très simple, c'est que le fait d'être capable d'aller au panier à volonté et d'y scorer quasiment à volonté également, ça a fait que Doncic s'est tout simplement bâti une magnifique gravité de slasher. Alors, évidemment, gravité au sens de force gravitationnelle. Un peu comme pour les planètes et pour les lois de Newton, avis aux amateurs. Mais donc, pour le dire très simplement, il est tellement dangereux sur Drive qu'il attire à lui des tonnes de défenseurs. De la même manière qu'on ne passe pas sous un écran de pick and roll de Stephen Curry par exemple, pour ne pas le laisser shooter à 3 points trop librement, eh ben en fait, c'est un peu la même chose avec Doncic sur Drive. On ne le laisse pas pénétrer impunément pour la simple et bonne raison que c'est beaucoup trop rentable pour Dallas. Et donc la conséquence de ça, c'est évidemment que en déclenchant autant de rotations et d'aides défensives, mécaniquement, de nombreuses brèches commencent à s'ouvrir un peu partout dans la défense. Si un défenseur vient aider sur lui, ça veut dire qu'il abandonne son propre attaquant pour le faire, ce qui donc crée une opportunité de passe pour Doncic. Et ça, c'est véritablement le point central du jeu de Doncic. C'est cette capacité à créer le chaos dans une défense de par sa dangerosité sur Drive. D'ailleurs, à mon avis, pour créer du jeu, ça me paraît beaucoup plus important de savoir faire ça, plutôt que d'être un magicien de la passe. Alors, il se trouve qu'avec Doncic, lui, il a les deux. Et c'est vraiment ça qui fait que c'est un phénomène. Mais si on devait essayer de pondérer la valeur de l'un par rapport à l'autre, à mon sens, arriver à créer le chaos dans une défense a plus d'impact que le fait de pouvoir ensuite être capable de punir sur la passe. Et là, exemple très concret, Ricky Rubio contre Russell Westbrook. Sur les qualités de passe, de passeur pur, de précision, toucher de balle, vision, timing, etc. Sur vraiment les qualités de passeur pur, donc, à mon avis, Rubio, il vole dans des zones, dans des strates similaires à celles de Doncic. Mais par contre, c'est un scoreur beaucoup moins dangereux sur Drive, qui n'arrive pas du tout à créer autant dans une défense de rotation et de chaos. Et qui donc, en conséquence, n'a pas du tout le même impact. Et Westbrook, c'est un peu tout l'inverse. C'est-à-dire de bonnes qualités de passeur pur, même si pas non plus extraordinaire au point de savoir faire ce qu'il veut avec le ballon, de trouver des angles incroyables, etc. Mais par contre, une dangerosité exceptionnelle sur du drive. Et au final, Westbrook a toujours été capable de créer beaucoup plus de jeux pour son équipe que Rubio n'a jamais su le faire. Alors que, intrinsèquement, Rubio est un meilleur passeur. Et c'est vrai qu'avec Doncic, lui, il laisse une impression visuelle absolument merveilleuse sur ses passes. Et ce qui fait que ça nous amène à penser que ce sont elles-mêmes les passes qui font la différence. Que l'action, elle est créée par la passe. Mais en fait, c'est faux, en général. Certes, même quand la fenêtre de passe est minuscule, il arrive quand même à glisser le ballon parfaitement. Ok. Mais en vérité, le plus important dans l'action, c'est le fait que la fenêtre de passe existe. Qu'elle soit effectivement ouverte, même à peine. Et ça, pour le coup, c'est la conséquence directe de sa dangerosité sur drive. Effectivement que Doncic est un fabuleux passeur, et c'est pas moi qui les poste toutes sur Twitter qui vais dire le contraire, mais c'est aussi et même d'abord un slasher tellement dangereux que les défenses se sentent obligées de se découvrir pour essayer de le freiner. Bon, mais du coup, il y a une réflexion que je me suis faite sur le profil de Luka Doncic. Si je vous dis ailier de très grande taille, hyper dangereux et productif sur pénétration, qui se sert de ça pour distribuer le jeu de son équipe et qui, dans le même temps, n'est pas forcément un très bon jump shooter. Est-ce que, à tout hasard, ce profil-là vous ferait pas penser à quelqu'un en particulier ? Du genre, multiple MVP, quelques bagues de champion et toujours en activité.
En fait, ma question, elle est très simple. Et si, en réalité, Luka Doncic, c'était tout simplement le nouveau LeBron James? Mhm. C'est vrai que depuis des années, du fait de son pull-up à 3 points et de ses step-back hyper spectaculaires, forcément, on associe souvent Luka Doncic à James Harden, à Damian Lillard, Stephen Curry et cette caste de créateurs sur pull-up à 3 points. Mais en fait, dans le jeu, celui qui se rapproche le plus de son profil, je pense que c'est LeBron James. Alors, bien sûr, pour certains, cette comparaison ne va pas être si étonnante que ça. On a affaire à deux ailiers stars de leur équipe qui s'occupent du playmaking, donc ça paraît assez intuitif, c'est assez évident. Mais du coup, je vais essayer de poser le problème à l'envers. Quand on pense à LeBron James, on ne pense pas forcément au pull-up à 3 points. Et pourtant, on le fait avec Doncic. Alors même qu'il est tout juste moyen dans l'exercice et qu'on ne devrait peut-être pas le faire non plus avec Luka Doncic. Alors oui, il peut le faire, ce fameux pull-up. Mais mine de rien, le sel de son jeu, sa façon de jouer et de produire pour son équipe, ça se rapproche beaucoup plus de ce que peut faire un LeBron James que ce que peut faire un Lillard ou un Trae Young. Et de la même manière, on répète depuis des années et des années que ça va être extrêmement dur de retrouver un jour un nouveau LeBron James. Quand on voit à quel point son profil de vitesse, puissance est un combo vraiment unique dans l'histoire, surtout quand en plus il faut rajouter par-dessus ce truc assez unique, le fait d'être aussi un des joueurs les plus intelligents de l'histoire. Mais en fait, on l'a peut-être déjà sous les yeux, le nouveau LeBron. Il procède pas de la même manière, il est beaucoup plus sous contrôle et sur la technique, là où LeBron était vraiment un détonateur de puissance et d'explosivité tonitruante, ça on est d'accord. Mais sur le rendu final et sur l'impact dans le jeu, c'est très similaire. Un ailier qui, d'abord et avant tout, se repose sur sa capacité à aller au panier, qui n'est pas élite sur du jump shot et qui se sert de son slashing en partie pour distribuer le jeu de son équipe, avec au passage la taille pour réaliser n'importe quel type de passe sur un terrain et aussi l'intelligence pour lire parfaitement les défenses adverses. Je suis un peu réticent à manier les chiffres de LeBron en 2021 vu sa blessure, mais par exemple, si on prend 2020, on peut faire le constat que Doncic marquait en moyenne 8 points par match sur des tirs en pull-up et que LeBron était quasiment à 6. La seule différence, c'est que l'un le faisait à 3 points et l'autre à 2 points. Mais au final, la différence, elle est presque négligeable. Il n'y a pas d'un côté un jump shooter et de l'autre un non-shooter. Malgré les step-back à 3 points, en fait, Luka Doncic, c'est LeBron James. C'est même beaucoup plus LeBron James que Lillard, Curry, Trae Young, même beaucoup plus que Larry Bird d'ailleurs, avec qui il est également très souvent comparé, alors que Larry Bird était historiquement un jump shooter d'élite. Ok. Dernier point que j'aimerais aborder avant de vous laisser, histoire de bien boucler la boucle, c'est finalement quid de la complémentarité de Doncic avec d'autres joueurs. Qu'est-ce qu'il vaut quand il n'a pas la balle? On parlait de LeBron James à un instant, on sait que justement ça a toujours été un peu le même problème avec LeBron en carrière. C'est-à-dire, il est génial avec la balle, mais quand il ne l'a plus, sa valeur est bien moins grande et il n'optimise pas forcément à son maximum l'autre star avec qui il est sur le terrain. Donc, c'est vrai que dans cette optique, évaluer la complémentarité de Doncic, ça semble être une pièce assez importante du puzzle. Finalement, il vaut quoi sans ballon, Luka Doncic? Si on se fie à la stat des spot-up, c'est vraiment pas top. Les spot-up, c'est une manière d'évaluer la valeur d'un scoreur sans ballon, puisque les spot-up sont des situations où le joueur est sans ballon, reçoit la balle et score plus ou moins de manière directe après ça. Donc, quand on dit spot-up, on pense souvent au spot-up à 3 points, mais en fait, la catégorie inclut aussi des drives. Et par exemple, si le défenseur se jette pour empêcher un jump shot, il faut aussi être capable, à la réception du ballon, d'exploser au cercle en 2-3 dribbles.
Ça, c'est les spot-up drive et c'est inclus dans cette catégorie générale des spot-up. Et donc, sur spot-up, Doncic ne marque que 1 point par possession. Pile 1,00 en carrière. Sachant donc que la moyenne NBA est à 1,02 points par possession, donc quand même un chouïa au-dessus de ce que fait Doncic, mais surtout, il faut quand même dire que sur ces 3 dernières saisons, si on essaye encore une fois de situer Doncic sur le paysage des joueurs NBA, finalement il n'est que le 207e meilleur scoreur de NBA sur un peu moins de 350 joueurs. 207e sur 350. Donc, vraiment moyen. Mais bon, en même temps, on ne peut pas être surpris. On a vu que les spot-up à 3 points, qui sont donc essentiellement les catch and shoot, Doncic a une plutôt mauvaise efficacité là-dessus. Et pour ce qui est des spot-up drive, il se trouve qu'il n'a pas du tout le profil et les qualités pour briller dans ces drives-là. Ou au contraire, il faut vraiment être très vif et très explosif pour attaquer le panier dès la réception du ballon et profiter du décalage qui est en cours. Et ça, c'est pas du tout Luka Doncic. Donc finalement, l'un dans l'autre, entre les catch and shoot à 3 points et ce style de drive que lui n'a pas du tout, c'est assez logique de voir que Doncic est assez moyen en tant que scoreur sans ballon sur ces fameux spot-up. Bon, cela dit, ça commence à être une habitude maintenant. Vous pourriez apporter le contre-argument que c'est pas si grave que ça pour une star comme Doncic de ne pas briller sur spot-up. Et sur plus généralement le scoring sans ballon parce que c'est plutôt un domaine où on attend les role-players et les shooters et les finisseurs que vraiment les stars. Les stars, elles, on les attend plutôt à la création offensive. Mais sauf qu'en fait, comme on a fait précédemment pour les catch and shoot notamment, cet argument-là, on arrive très vite à l'invalider en regardant où se situent les stars dans ce classement. Kevin Durant est premier. Premier sur 350 joueurs, avec un minimum de spot-up joués ces 3 dernières saisons. Le meilleur, c'est Kevin Durant. Stephen Curry est 3e. Paul George, 9e. CJ McCollum, Kyrie Irving et Donovan Mitchell sont 12e, 13e et 14e. Kawhi Leonard, 18e. Chris Middleton, 27e. Lillard, 31e. Trae Young, 37e. Chris Paul, 41e. Mike Conley, 50e. Kyle Lowry, 56e. Bradley Beal et Gordon Hayward, 63 et 64e. James Harden et Jimmy Butler, 68e et 69e. Jamal Murray, 71. Tatum, 73. Jaylen Brown et Kemba Walker, 82, 83e. Fred VanVleet, 91. Zach LaVine, 105e. D'Angelo Russell, 107e. Donc, comme d'habitude, énorme concentration de presque tous les créateurs offensifs majeurs de NBA dans ce top 100. Donc en réalité, non seulement c'est pas inhabituel pour des stars de briller sur spot-up, mais en fait c'est même carrément l'inverse. C'est presque une nécessité d'être très bon dans ce domaine pour pouvoir faire partie d'une équipe d'élite. Une équipe où il y a plusieurs superstars qui cohabitent entre elles. Vraiment, la raison pour laquelle des Stephen Curry et Kevin Durant, des Kyle Lowry et Kawhi Leonard, des Paul George et Kawhi Leonard, des Irving, Harden et Durant, Conley, Mitchell, Jamal Murray, Tatum, Brown, etc. La raison pour laquelle tous ces joueurs ont pu cohabiter entre eux dans une équipe avec 2 ou 3 stars, c'est même précisément parce que sur les séquences où ils n'avaient pas le ballon dans les mains, en réalité, ils ne perdaient pas tant que ça en valeur et en dangerosité. Alors que pour Doncic, pour l'instant, c'est pas trop le cas. Si Dallas venait à aller chercher une 2e star, c'est loin d'être évident que Doncic puisse l'optimiser de par son jeu sans ballon. Même LeBron James, pour le coup, pourtant pas génial à 3 points, sur spot-up, il est 125e sur 350. Donc presque 100 places devant Doncic.
Et donc, une fois qu'on a fait ce constat, Doncic n'est pas très bon en tant que scoreur sans ballon. La question directe qui se pose, c'est évidemment, du coup, peut-il progresser dans l'exercice ? Est-ce qu'il peut devenir ou non un meilleur scoreur sans ballon ? Question qui, d'ailleurs, en amène du coup une autre. Luka Doncic peut-il progresser sur jump shot ? Puisque pour être un meilleur scoreur de spot-up, je pense qu'il lui suffirait de pas grand-chose, à mon sens. Ne serait-ce que être capable de mettre des catch and shoot avec une régularité meilleure qu'actuellement, ça pourrait suffire. Donc la vraie question, en fait, c'est ça, maintenant. C'est, Luka Doncic peut-il progresser sur jump shot ? Eh bien, la réponse à ça, c'est que ça semble plutôt compliqué. Ce qu'il faut bien comprendre, d'abord et avant toute chose, c'est que dans la quasi-totalité des cas, un joueur ne progresse quasiment jamais de manière très conséquente. Progresser, c'est possible. Faire d'énormes progrès, c'est quand même assez rare, voire même très rare. Déjà, toute première chose à souligner, c'est l'âge de Luka Doncic. Et même plus précisément, son âge basketballistique, qui ne correspond pas du tout à son âge réel, on pourrait dire, à son âge biologique. En fait, d'instinct, comme il n'a que 22 ans à peine, on serait tenté de dire qu'il est encore très jeune, qu'il n'a pas encore fini sa progression, qu'il a encore plein de temps devant lui. C'est ce qu'on dit un peu d'habitude avec les joueurs de 22 ans. Sauf qu'en fait, ça ne marche pas avec Doncic. Puisque dans les faits, c'est un basketteur professionnel depuis plus de 6 ans déjà. C'est-à-dire que déjà en 2015-2016, il faisait partie de la rotation du Real Madrid et il disputait 43 matchs. Pour vous dire à quel point c'est loin, Kevin Durant était encore, non pas à Golden State, il était encore à Oklahoma City. Si ça peut vous aider à réaliser à quel point ça commence à faire loin. Et donc, après cette saison-là, c'est encore 2 autres saisons Real à 67 et 61 matchs, un Eurobasket en septembre 2017, et puis 3 années NBA à 72, 61 et 66 matchs. Autrement dit, là où d'habitude on aurait le réflexe de la jeunesse et du joueur pas encore tout à fait formé, là avec Doncic, c'est l'inverse. Lui, c'est déjà un produit fini. Il a d'ores et déjà un énorme échantillon de matchs et de tentatives de tir derrière lui pour qu'on puisse le juger correctement et pour qu'on ait vu son vrai niveau. Or, ce qu'on sait de ce très long historique, comme on l'a vu tout à l'heure, c'est que Doncic n'est pas un si bon jump shooter que ça. Il est à 33% en carrière, sur plus de 2000 tentatives au total, si on ajoute Europe et NBA sur toute sa carrière. 33% sur 2000 tentatives. C'est énorme. Et en fait, en réalité, s'il avait dû y avoir des progrès faramineux chez Doncic, il serait probablement déjà survenu bien plus tôt dans sa carrière. Et pas après quasiment 10 000 minutes professionnelles en carrière. Ça aussi, c'est énorme, 10 000 minutes. Pour vous donner un ordre d'idée, Jeremy Lamb est à 10 000 minutes également. Tout comme Trey Burke ou Michael Carter-Williams ou Rodney Hood qui est aussi à 10 000. Et même Jabari Parker et Dario Saric sont autour des 9 000. Enfin bref, tous ces joueurs-là, personne ne s'attend à ce que, à ce stade de leur carrière, eux réalisent des progrès considérables au jump shot, à ce qu'ils franchissent 4 ou 5 paliers conséquents au niveau de la qualité du shoot. Surtout que c'est pas seulement que Doncic joue depuis très longtemps déjà, c'est aussi que depuis toutes ces années, aucun autre indicateur ne semble désigner des qualités d'élite non exploitées qui sommeilleraient chez lui. Par exemple, prenons l'indicateur des lancers francs. On sait que les études réalisées depuis quelques années nous indiquent toutes qu'il existe un très fort lien de corrélation entre la capacité d'un joueur à mettre des 3 points et celle à mettre des lancers francs. Notez bien qu'on ne parle pas de lien de causalité. Les deux ne sont pas liés entre eux. C'est bien un lien de corrélation, c'est-à-dire que les deux sont la conséquence de la même qualité, le pur shotmaking, la qualité intrinsèque de shooter, qui inclut des choses comme la mémoire gestuelle, la précision, l'adresse, le toucher de balle, etc., etc. Et chez Doncic, cet indicateur des lancers francs n'indique pas du tout un shooter de haut niveau. C'est même un peu l'inverse.
En Europe, il tournait à 80% de réussite au lancer franc, ce qui, pour le coup, est vraiment assez solide, voire même plutôt bon. Mais depuis son arrivée en NBA, son pourcentage est tombé à 73% en carrière, beaucoup plus moyen. D'ailleurs, sur un échantillon beaucoup plus important qu'en Europe, puisqu'on est à plus de 1500 tentatives de lancer franc en NBA. Luka Doncic n'est pas un bon shooter de lancer franc non plus. 73%, c'est vraiment très très moyen, même limite mauvais. Et si vous voulez, en guise de comparaison avec le 73% de Doncic, je peux vous donner les pourcentages en carrière des autres stars du pull-up à 3 points. James Harden est à 86%. Lillard, 93%. Stephen Curry, 93%. Kyrie Irving, 88%. Trae Young, 86%. Kawhi, 86% également. Kevin Durant, 88%. Tatum, 84%. Paul George, 85%. Chris Paul, 87%. Middleton, 88%. Etc., etc. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même un sacré écart entre ce que peut faire un Luka Doncic en carrière et les capacités des autres stars du pull-up à 3 points sur cet indicateur des lancers francs qui est censé être un indicateur extrêmement pertinent de la capacité d'être un bon shooter. Il y a quand même un sacré gouffre entre le 73% et tous les stars du pull-up à 3 points qui sont au-dessus des 85%. Alors évidemment, cet indicateur n'a rien de définitif, mais par exemple, si on prend les shooters d'élite, voire même tout simplement les très bons shooters actuels en NBA, en fait, tous ont généralement, depuis toujours, de très bons pourcentages de réussite au lancer franc. Ce que, pour le coup, Luka Doncic n'a pas. D'ailleurs, puisqu'on parle de lancer franc, je vais peut-être prendre juste 2-3 minutes pour évoquer le sujet. Je pense qu'il faut rester extrêmement prudent avec la progression qu'a connue Luka Doncic entre 2020 et 2021. C'est-à-dire que son pourcentage à 3 points a augmenté de 31% à 35%, donc c'est non négligeable. Mais par contre, si on regarde au niveau des lancers francs, manque d'évolution totale. Il était à 75% en 2020 et il est tombé à 73% en 2021. Et ça, pour le coup, c'est un marqueur important et un signe qu'il faut être très prudent. On l'a bien expliqué, il y a deux qualités qui sont vraiment très corrélées à la même caractéristique, c'est celle du shooting pur. Ce qui fait que, en général, quand un shooter progresse vraiment à 3 points, et pas juste qu'il a une saison avec beaucoup de réussite et beaucoup de chance par rapport à d'habitude, son pourcentage au lancer franc progresse de manière proportionnelle. Et là, c'est très facile, des exemples, il y en a des tonnes. Je vais vous en donner 2 très concrets de l'an passé, de 2021. Julius Randle et Joel Embiid. Randle est passé de 27% à 3 points, ce qui est extrêmement mauvais, à 41% en 2021. Donc vraiment énorme progression et il a sans doute aussi profité un peu de réussite et de facteur chance, mais en partie seulement. À mon avis, il y a aussi chez Julius Randle une grosse part de progression réelle, comme on peut le voir sur ses lancers francs, qui eux aussi ont augmenté de 73% à 81%. Vous voyez qu'il y a une progression dans les 2 catégories à la fois. Même chose avec Joel Embiid, qui passe de 30% à 3 points à 38%, et avec une hausse au lancer franc de 80 à 86%. Mais dans le cas de Doncic, par contre, on n'a pas ça du tout. Donc en fait, c'est pas impossible que, tout simplement, Doncic n'ait pas réellement progressé tant que ça sur ses qualités de shooter, mais plutôt qu'en grande partie, il a eu pas mal de réussite, pas mal de chance sur cette saison. Ah tiens, au passage, avant de refermer le chapitre des lancers francs, allons voir le pourcentage en carrière de LeBron James. Ah, tiens, 73% également. Et donc, pour finir, très rapidement, dernier indicateur très intéressant à regarder, c'est celui de la réussite sur les 3 points grands ouverts. Les 3 points où le défenseur se tient assez loin du shooter au moment où le shoot est déclenché, et donc autrement dit, des tirs où le facteur du contexte et de la défense est largement neutralisé et où on peut simplement observer la capacité intrinsèque d'un joueur à mettre un panier. Pour le coup, si vous voulez, c'est ce qui se rapproche le plus d'assister à une séance d'entraînement du joueur,
mais pour le coup, sans l'inconvénient du zéro enjeu qu'il y a parfois à l'entraînement. Là, on peut vraiment avoir la réelle capacité en match avec tout ce qui est pression, conditions de match, etc., qu'il n'y a évidemment pas du tout dans un gymnase vide pendant l'été pour une vidéo Instagram filmée par l'agent du joueur. Et donc, sur ce fameux indicateur du pourcentage des 3 points grands ouverts, Doncic n'est pas non plus très à son avantage. Il tourne à 35,2% de réussite sur ces 3 points grands ouverts. La moyenne NBA est à 38,6. 35,2 pour le Doncic, 38,6 pour la moyenne NBA, donc moyenne significativement supérieure. Et toujours le même procédé, si on le place sur la carte des joueurs NBA, sur les 340 joueurs avec un minimum de tirs dans ces conditions sur ces 3 dernières saisons, Doncic se classe 257e seulement. 257e sur 340. Et il est au voisinage de joueurs comme Ja Morant, Blake Griffin, Ricky Rubio, Aaron Gordon et d'autres. Donc pas franchement des joueurs avec un shot-making d'élite, on pourrait le formuler comme ça. Et à l'inverse, les autres stars du pull-up ou tout simplement les jump shooters de haut niveau ont évidemment des chiffres bien plus hauts que Doncic. En carrière, Stephen Curry est à 48%. Kevin Durant est à 46% en carrière. Tatum, 46%. Paul George, 45%. Kyle Lowry, 44%. Middleton, 44%. Kemba Walker et Kawhi Leonard, 43%. James Harden, 42%. Bradley Beal, 43%. Chris Paul, 41%. Lillard et Kyrie Irving, 40%. Et même Trae Young aussi, 40%. Sachant que ça, ce sont leurs chiffres en carrière, mais si on regarde dans le détail, aucun de ces joueurs-là n'a jamais eu de saison en dessous des 40% sur ces fameux 3 points grands ouverts. Alors que pour le coup, Doncic, c'est l'inverse, il est en carrière à 35%. Donc vous voyez quand même que Doncic est vraiment très loin. Or, quand on sait que cette stat des 3 points grands ouverts est généralement un élément très prédicteur de l'évolution d'un jump shooter, il y a de quoi avoir des doutes sur le fait que Doncic progresse de manière extraordinaire. Encore une fois, je répète, il peut progresser, c'est même probable qu'il progresse avec les années, bien évidemment, mais par contre, la probabilité qu'il devienne un excellent shooter, voire même un shooter d'élite, ça pour le coup, ça semble très très faible d'après ces différents indices. Bon, du coup, en partant de ce constat, que Doncic risque d'avoir une valeur limitée en tant que scoreur sans ballon, que penser, à partir de ça, du futur pour Doncic, mais aussi et surtout pour Dallas? Comment est-ce que tout ça va évoluer? Et là, pour le coup, je pense qu'il y a 2 options qui s'offrent aux Mavericks. Premier scénario, ce serait de rester comme actuellement dans un modèle héliocentrique, où tout continue de tourner autour de Luka Doncic et où il endosse entre 80 et 90% de la création offensive de son équipe, comme actuellement. Dans cette optique-là, on retrouve 2 gros avantages pour Dallas. D'abord, on évite complètement les problèmes de complémentarité de Doncic et de sa valeur sans ballon, puisque dans ce cas-là, on lui continue de lui donner tous les ballons et de le faire jouer avec la balle. Et puis, deuxièmement, ça permet aussi d'allouer l'intégralité des ressources de la franchise dans le supporting cast. Donc, très concrètement, dépenser tout le salary cap et tous les tours de draft dans des role players qui vont être capables d'optimiser au maximum Doncic en attaque. Par contre, bien sûr, les inconvénients, c'est que Dallas n'a forcément plus qu'un seul moteur offensif à son attaque et que, au-delà même du facteur énergivore et de la fatigue de fin de saison qu'on retrouve généralement dans ces joueurs-là, sur le plan tactique, avoir un seul créateur, c'est toujours plus facile à gérer pour l'adversaire, pour la défense adverse. Il n'y a qu'un seul homme à craindre, pour caricaturer. Et donc, à l'inverse, deuxième scénario possible, Dallas va chercher une autre star, un autre créateur offensif d'élite, à mettre à côté de Luka Doncic.
Et donc là, à l'inverse, on se heurte de plein fouet au problème de complémentarité de Doncic avec un autre porteur de balle. Et le fait que Doncic ne pourrait pas vraiment optimiser cet autre porteur de balle de par son scoring sans ballon et de par son spacing. Et puis également, 2 énormes salaires de superstars dans le salary cap, ça prend beaucoup de place. Énormément même. Donc, ça fait autant d'argent qui ne peut pas être investi dans le reste de l'effectif. Ce qui peut aussi, mine de rien, s'avérer fatal dans la course au titre. De ne pas avoir d'assez bons joueurs de complément à la fois en attaque, mais même surtout aussi en défense. Si Dallas doit absorber un autre joueur à 30 ou 40 millions la saison, eh ben, peut-être que le protecteur de cercle qui pourront aller se payer à côté, ce sera du calibre de 5 ou 10 millions, plutôt que 20 ou 25. Par exemple, ça serait passer de Clint Capella ou Draymond Green à Chris Boucher ou Jakob Poeltl. Ça fait quand même une sacrée différence. Ou bien, ça veut peut-être dire aussi passer de une escouade de role-players et d'ailiers 3&D de type Jay Crowder, Michael Bridges et Marcus Smart à Daniel House, James Ennis et Justin Holiday. Là encore, ça fait quand même une sacrée différence. D'autant plus que c'est pas forcément certain que l'ajout offensif d'une deuxième star, ce soit plus important en valeur que ce que tu perds à l'inverse, que le déclin entre passer dans le même temps de Capella à Poeltl. Ça, c'est vraiment pas dit, que l'ajout offensif d'une deuxième superstar, ça soit plus que ce que tu perds en valeur défensive, par exemple, en termes de protecteur de cercle. Ou ce que tu perds en valeur globale entre une très bonne escouade de 3&D et une escouade de role-player limité. Donc ça, c'est pour le coup un gros point d'interrogation. Par contre, on va pas se mentir, l'énorme avantage tactique que ça représenterait, c'est bien sûr d'abord le côté énergie pour Doncic, mais ensuite et surtout le fait que tactiquement, Dallas pourrait se présenter avec 2 créateurs. Ce qui est bien plus compliqué à contenir pour la défense adverse. Là, exemple très simple, les Indiana Pacers de Victor Oladipo, qui lui était le seul créateur de son équipe à l'époque. Et ce qui s'est passé en playoff, c'est que une fois que Cleveland était arrivé à faire des prises à 2 assez agressives sur Oladipo et à le forcer à lâcher la balle, Indiana se retrouvait à devoir créer l'attaque à travers ses 4 autres joueurs sur le terrain et des joueurs évidemment pas du tout au même niveau pour créer de manière qualitative et quantitative face à une défense d'élite. Donc l'avantage d'avoir un autre gros créateur à côté, c'est que soit ça empêche la défense adverse de pratiquer ce genre de schéma très agressif, soit, s'ils le font quand même, c'est beaucoup plus facile de punir ce genre de défense en passant par la deuxième superstar. Et là, pour le coup, autre exemple très précis, les Rockets de Harden et Chris Paul, 2018 et 2019. Finalement, ce qui était intéressant dans cette association entre Paul et Harden, c'était pas tellement que l'un jouait pour l'autre et l'autre jouait pour l'un. C'était même pas du tout ça l'intérêt. Il n'y a quasiment eu aucune véritable combinaison entre les deux. Il n'y a eu aucune synergie. Mais par contre, ce qui était extraordinaire avec cette équipe, c'était que Houston pouvait garder sur le terrain pendant 48 minutes, pendant l'intégralité d'un match, au moins un des 2 joueurs toujours présents sur le parquet, et même sur les matchs importants, les 2 en même temps sur le parquet pour se relayer. C'est-à-dire que le plan B des Rockets de l'époque, en vérité, c'était le plan A dans, allez, on va dire, peut-être 25 autres franchises NBA. Donc là, avec le cas de Luka Doncic à Dallas, on est vraiment sur un cas d'école où la question de la construction d'équipe devient presque d'ordre philosophique. C'est vraiment, est-ce qu'on préfère optimiser Doncic à son maximum, en bâtissant tout autour de lui et en espérant que ça soit suffisant pour aller au bout, ou bien est-ce qu'on accepte plus de complications dans le jeu avec une deuxième star, mais néanmoins avec cet énorme avantage d'avoir un monstre à 2 têtes. Donc très grossièrement, est-ce qu'on reste avec une star et un plancher, un niveau minimum plus haut, mais un niveau maximum plus bas, ou est-ce qu'on prend le pari de faire la deuxième star, qui peut apporter des complications et donc un niveau minimum plus bas, mais qui a aussi un plafond plus haut? C'est un scénario où il y a plus de risques, donc plus de variance, mais qui peut amener beaucoup plus haut. Et ça, pour le coup, à cette question vraiment philosophique, je pense pas qu'il y ait de bonne réponse. Je pense que ce débat-là est hyper intéressant sur toutes les réflexions et les ramifications théoriques qu'on pourrait développer dans les 2 cas.
Mais cela dit, très concrètement, je pense que la manière dont Dallas va répondre à ce dilemme philosophique de construction d'équipe, ça va tout simplement être d'ordre pratico-pratique. On sait que le marché des superstars est un marché très particulier. Le marché des superstars, c'est surtout un marché d'opportunités. On ne choisit pas d'aller chercher ou non une superstar. C'est plutôt lorsqu'il y en a une ou deux qui sont disponibles sur le marché, on se met sur le dossier. Et donc, pour le coup, à mon avis, même si Dallas est sans doute très à l'aise de rester dans ce modèle héliocentrique avec Doncic en seul point focal offensif, je ne pense pas non plus que ce soit au point de refuser une opportunité qui se présente. Et puis d'ailleurs, autre élément très pratico-pratique, c'est tout simplement le cas de Kristaps Porzingis. Mine de rien, Porzingis est payé de facto comme une superstar actuellement, pour le côté finisseur, le spacing et pour la défense. En tout cas, en théorie, pour la défense. Mais le problème, il est assez simple. Si Dallas n'arrive pas à se débarrasser du contrat de Porzingis, il n'y aura tout simplement pas la place d'aller chercher un autre porteur de balle star. Et comme actuellement, Porzingis n'est pas non plus dans une cote phénoménale et traîne toujours ses problèmes et ses questions de blessures, c'est pas forcément le joueur le plus prisé sur le marché actuellement. Donc bref, ça va être vraiment, je pense, un des dossiers les plus importants à suivre ces prochaines années en NBA, la construction de Dallas autour de Luka Doncic. Je pense que ça pourrait passer avec un Doncic en seul moteur offensif, mais vraiment à condition que derrière lui, tu aies un vrai défenseur d'élite de type Anthony Davis pour tenir la défense, et à côté de ça, un paquet de role-players, ou en tout cas de non-créateurs offensifs d'élite. Genre à côté, tu as Robert Covington, Mikal Bridges et Marcus Smart. À ce moment-là, oui, Doncic, dans cette configuration, est le seul créateur de l'équipe, mais je pense qu'avec ce casting-là autour, ça peut passer. Et à l'inverse, c'est vrai que le modèle avec un deuxième créateur offensif, il a ses défauts, mais vraiment, je pense que reformer le fameux à toi à moi des Rockets de Chris Paul et James Harden, à mon avis, c'est pas loin d'être mon scénario préféré. Bref, tout ça donc va être extrêmement intéressant évidemment, et à mon avis, c'est pas du tout la dernière fois que le sujet de Luka Doncic et de comment construire une équipe autour de lui va revenir sur la table. Ce qui, mine de rien, est exactement ce qui s'est produit toute sa carrière avec LeBron James. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. Et merci d'avoir écouté jusqu'au bout, même si c'est vrai que j'ai fait un peu long, mais comme vous avez vu, j'ai essayé de compartimenter mon propos en différentes petites catégories qui peuvent s'écouter plus facilement. Je sais pas, j'espère que ça aura été utile, vous pourrez me dire. Bon, il y aurait encore pas mal de trucs à dire, techniquement, sur le jump shot de Luka Doncic, notamment la valeur de son pull-up à 3 points, qui, malgré un pourcentage moyen, reste un tir avec une grosse valeur ajoutée par moment. Et puis, il y aurait aussi pas mal de choses à raconter du côté de la mécanique de tir et de comment fonctionne un jump shot. Mais bref, on se garde ça pour une prochaine fois, puisque là, mine de rien, aujourd'hui, on a déjà évoqué pas mal de choses. Sur ce, je vous remercie encore une fois d'avoir écouté et d'avoir écouté jusqu'au bout. Si vous avez des remarques, des questions, ou que vous voulez tout simplement discuter, n'hésitez pas à venir le faire, c'est toujours un plaisir. Si vous pouviez aussi partager ce podcast, ce serait très sympa et très utile également. Et sur ce, je vous dis à très bientôt. Ciao!